Merci Charles. Donc comme c'est indiqué, je suis Nancy Catan, journaliste spécialisée dans les questions de santé, et je vais avoir le plaisir d'animer ce grand débat sur la thématique qui vient d'être présentée par Charles. Alors très, très rapidement au préalable, la règle du jeu, c'est le petit tour de table assez rapide, parce que le but c'est quand même de débattre, donc pas plus de 3 à 5 minutes pour poser un peu le sujet, et puis ensuite on débattra bien sûr avec la salle. Je signale simplement l'absence du SNOF, qui était bien évidemment invité, mais malheureusement, aucun n'a pu se libérer pour ce grand débat. Mais je pense qu'on a... Ah, ben voilà, alors vous êtes à la tribune. Pardon, on m'avait dit que malheureusement, nous n'avions pas de représentant. Donc j'en suis ravie. Par contre, je vous laisserai vous présenter, parce que du coup, je n'ai pas de nom, pardon. Bien. On me dit, donc c'est filmé, retransmis sur le JT d'Ophtalmo. Alors que vous soyez dans la salle ou à la tribune, je vais vous demander juste une chose, c'est que vraiment, vous parlez dans le micro, de façon très claire, puisque tout ça est enregistré et sera retransmis. Nous avons aussi en visio, et je suis ravie de les accueillir, 3 de nos participants. Stéphane Haas, si je ne m'abuse, faites un petit signe pour nous. On ne vous entend pas, bonjour. Mais... bonjour. Oui, bonjour à tous. DG Tel, c'est ça. Nous avons aussi... Cantel. Oui, c'est ça. Laurent Télé. Bonjour. Bonjour. Donc, DG de Itelis. Directeur santé. Directeur santé. Bon. J'ai droit à une 3e erreur ou c'est bon? Et ensuite, également en visio, nous avons Jean-Pierre Thierry de France Asso Santé, qui est en quelque sorte notre grand témoin, puisque vous aurez l'occasion de vous exprimer à l'issue de ces échanges, pour finalement nous donner bien sûr le point de vue du patient, puisque tout ce qui va être débattu donc aujourd'hui n'a qu'un objectif, c'est améliorer l'accès aux soins du patient. Alors, on ne va pas perdre de temps parce qu'on en a très peu. Nous avions envisagé juste avant un petit ordre de parole qui ne signifie pas une hiérarchie particulière, mais qui va, je dirais, du plus large au plus précis. Donc, Jean-Pascal Piermet, vous êtes président des entreprises de télémédecine, et vous, on attend de vous que vous nous reposiez un petit peu. J'ai dit attendez-vous, j'ai rien dit encore. Le cadre général de la télémédecine, on va dire, et de la télé, bien sûr, Ophtalmo, on y reviendra plus précisément, en termes d'accès aux soins, justement. Merci beaucoup. Merci de l'invitation de ce débat très large. Donc le LET, les entreprises de télésanté, puisqu'on a intégré le télésoin aux 5 actes initiaux de téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, télérégulation et télésoins. Pour essayer de donner ce cadre aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on y travaille d'arrache-pied, et depuis 1 an ou 2 ans, on avait sur la téléconsultation beaucoup d'exigences contradictoires et beaucoup de débats, à tel point que le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fattom, parlait de Far West en disant c'est incompréhensible, il faut arrêter ce Far West pour essayer de mettre de l'ordre. On s'y est attelé de manière à essayer de gérer les exigences complémentaires. Et on a eu 3 lignes dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2023, c'était en novembre 2022. Ça nous a amené à avoir plus d'1 année et demie de travail avec, alors les sigles, vous les connaissez peut-être, le CNOM évidemment, la Haute Autorité de Santé, la DGOS, l'assurance maladie, la Direction générale des entreprises, l'Agence du numérique en santé, la délégation du numérique en santé, le CNDA, Sésame Vital, l'Agence du DPC, etc., etc., etc. Mais ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des cahiers d'exigence, et que pour la téléconsultation principalement orientée sur la médecine générale, il y a un nouveau statut qui s'appelle de société de téléconsultation, qui réunit, comme dans un établissement de santé, une communauté médicale indépendante et un organisateur, entre guillemets, qui va avoir un plateau technique numérique en santé, répondant à beaucoup d'exigences fixées par l'État, voulues par l'État, avec l'assurance maladie et l'ensemble des partenaires sociaux, et qui vont permettre d'exercer ce métier complet de téléconsultation.
Ça nous a permis, on y est en cours aujourd'hui, de travailler un sujet qui est la territorialité, qui est un sujet assez clé en numérique en santé, parce que souvent on a l'impression que le numérique en santé vit en dehors des territoires. Et aujourd'hui, on arrive à aborder cette logique de territorialité, puisqu'au début c'était de dire on doit faire appel qu'aux professionnels de santé du territoire, et certains partenaires, y compris syndicats médicaux, disaient on doit que passer par le partenaire du territoire et par personne d'autre, alors qu'on arrive à une définition aujourd'hui de la territorialité qui est encore en cours, qui est de dire il est nécessaire de trouver une forme de balance-risque entre, évidemment, en premier, le territoire, la proximité géographique par la connaissance qu'on peut avoir, et si les professionnels du territoire ne sont pas disponibles, pour de multiples raisons, à ce moment-là, faire appel à des professionnels de santé d'un territoire peut-être un peu plus large ou hors territoire avec de la télésanté, de la téléconsultation. Et c'est et en ajoutant une deuxième condition qui est que si ce patient est pris en charge par un professionnel de santé hors territoire, il y ait une information systématique avec mon espace santé, etc., de manière à ce que le professionnel de santé des territoires puisse à la fois avoir l'information et que s'il y a nécessité d'une prise en charge physique dans le territoire, l'ensemble des partenaires, y compris l'assurance maladie, on ait les garanties que cette personne puisse revenir et être prise en charge dans le territoire. Et c'est vraiment ces éléments qui sont en train d'être travaillés et mis en œuvre. Ça va arriver dans l'année 2024, puis 2025 en France. On travaille aussi sur des modèles de téléconsultation assistée dans les territoires. Et il me semble que la téléophtalmo pourrait y avoir aussi un peu participé, où on est encore un peu, pour moi, dans la logique d'une très grande diversité d'approches et de modèles. L'une des possibilités, si on sent une certaine maturité dans le secteur, c'est de dire provoquons, demandons dans le cadre d'un PLFSS une forme d'extension de la société de téléconsultation à la téléophtalmo, ce qui obligera l'ensemble des partenaires à se mettre d'accord sur un cahier d'exigence lourd. C'est toujours lourd en France. Tout est lourd. Tout est lourd, tout est long. Mais au moins, on aura un cadre et on sait ce qu'on pourra attendre et ne pas attendre des partenaires les uns et des autres. Local et, vous avez dit, d'abord le local, puis délocaliser. Quelles sont les règles strictes de... Aujourd'hui, il y a... sur la territorialité, il y a beaucoup de règles assez compliquées. Et à chaque fois, beaucoup de gens sont déterminés. Le territoire, est-ce que c'est le territoire de vie? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Etc., etc. Personne ne trouve de bonne situation parce que le territoire de vie, ça peut être une très bonne réponse, sauf quand votre médecin traitant n'est pas là, ce n'est pas une bonne réponse et il faut aller chercher des personnes un peu plus loin. Donc c'est vraiment une approche très médicale, somme toute, de bénéfice-risque, qui est de dire... Je dois d'abord aller rechercher ma ressource dans le territoire, et c'est bien légitime, et c'est une priorité absolue. Et si cette ressource, pour de multiples raisons, est une ressource disponible, mais à 9 mois, c'est ça, voilà. À un délai extrêmement lointain. Qu'est-ce qu'on considère comme inacceptable? C'est le patient, très certainement, in fine, et où il y aura des recommandations, qui désirera et dira, écoutez, moi j'ai le choix. In fine, en France, c'est le patient qui a le choix, notamment en médecine générale, et ok, je veux bien attendre 5 jours pour voir mon médecin traitant dans mon territoire, ou au contraire, je ne suis pas dans la capacité, je veux dire une chose simple, le truc classique, la gastro-entérite, je ne peux pas attendre 5 jours, et du coup, c'est peut-être tout de suite ou demain où j'ai besoin d'accès. Donc c'est le patient qui fera la loi au sens stricto sensu. Très certainement. En tout cas, le patient, c'est un usage important, c'est quand même lui de qui émane, entre guillemets, une forme de demande de soins et de plainte. Donc ça me semble important en termes d'usager. Et puis après, ça sera remboursable ou pas remboursable. C'est ça qui va être... La sécurité sociale dira, le patient dans telle et telle condition, on accepte que ça soit la solidarité nationale qui paye, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est du consumérisme médical non plus. Parce évidemment. Que si on a un patient qui n'est pas suffisamment éduqué, qui va dire « moi je veux tout de suite Et donc, il y aura des conditions d'application qui seront communes à tous, données au patient dès le départ, et le patient, entre guillemets, quelqu'un d'informé pourra se dire « j'accède ou pas à ce type de service, ou alors j'attends X jours ». Et ça me semble être un cadre qui, y compris pour la téléophtalmologie, est un cadre qui permettrait de réconcilier, entre guillemets, en tout cas de travailler un cadre commun à l'ensemble des acteurs qui ont des intérêts divergents, par définition. On va pouvoir en débattre. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. On va poursuivre, puisque vous avez parlé de téléophtalmologie. On va poursuivre avec Stéphane Haas,
qui va peut-être nous faire un petit retour d'expérience justement sur la télé-ophtalmo. Oui, merci. Donc, dans le prolongement de ce que vient d'expliquer Jean-Pascal, il est effectivement pour assurer un déploiement éthique, régulé et pérenne de la téléophtalmologie et plus largement de la télésanté, il y a ce besoin de cette brique réglementaire, comme l'a expliqué Jean-Pascal, mais il faut aussi apporter un accompagnement autour des bonnes pratiques. Et c'est sur ce volet-là que CATEL, incubateur de communauté e-santé, se positionne. Pour accompagner mon propos, je vous explique un tout petit peu le sens de ce think tank qui a été créé en 2021, qui permet de réunir des experts qui sont, je dirais, ces minorités actives qui pratiquent et qui peuvent faire ces retours d'expérience, réunissant les 3 O, des ophtalmologistes, des orthoptistes, des opticiens. Et ce principe de groupe de réflexion, c'est de pouvoir faire connaître, porter collectivement des informations, permettre des débats de fond et formuler des recommandations et des indications. Dans cette démarche-là, il y a un site, je passe très vite, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez accéder à cette information et vous abonner, vous aurez les actualités régulières. Dès 2022, nous avons publié un livre blanc sur la téléophtalmologie et les situations d'usage rencontrées, avec des points de vue pluridisciplinaires, comme je l'ai expliqué. Le 2022, nous avons approfondi et travaillé sur des cas d'usage, une douzaine de cas d'usage illustrant la variété des situations, et je vais y venir. Et ces échanges et ces fiches d'usage ont été présentés à la fois à l'assurance maladie, à la DGOS et à la DSS, montrant bien la réalité du terrain et la nécessité d'accompagner ces acteurs dans les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et le rôle du think tank, c'est de pouvoir mettre un coup de projecteur sur ces joies, ces peines. Et cette année, nous avons continué ce travail en faisant un focus sur la prise en charge en EHPAD et bien évidemment avec beaucoup de pédagogie sur ce qui fonctionne, ce qui est aujourd'hui des freins, et aussi dans une focale de prise en charge, les risques de rupture de prise en charge. Et c'est là où on montre, ou en tout cas on pointe les incohérences qui peuvent exister. Pour continuer dans le propos de Jean-Pascal, effectivement, les pratiques sont multiples. Lorsqu'on parle de télésanté, on va avoir effectivement de la téléconsultation, simple ou assistée, il va y avoir de la téléexpertise, il va y avoir aussi de la télésurveillance. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, c'est un marathon, mais progressivement, les usages sur ces 3 actes de télésanté se développent. Certains sont synchrones, certains se font en asynchrone. La volonté du think tank, c'est toujours d'essayer d'apporter, avec beaucoup de pédagogie, de poser des mots sur des pratiques et sur des difficultés que peuvent rencontrer. Pour alimenter le débat d'aujourd'hui, je vous propose effectivement, c'est de vous partager le point de vue de ce think tank, déjà en commençant par ce qui fait consensus, c'est-à-dire les atouts de la téléophtalmologie. On a évidemment des enjeux d'accès aux soins visuels pour les patients, le suivi entre 2 consultations, également optimiser le développement de cabinets secondaires avec ces postes avancés, dans une logique d'aménagement territoire et de territorialité, comme l'a expliqué Jean-Pascal. Pouvoir aussi, et c'est un vrai sujet, tenant compte de ressources humaines sous tension, de pouvoir apporter une variété et une souplesse dans les modalités d'exercice des professionnels. C'est également, et le numérique impacte à la fois les organisations et les relations entre les personnes, c'est développer des collaborations pluridisciplinaires en santé visuelle et permettre également une montée en compétences de tous les professionnels impliqués. Concentrer le temps d'expertise médicale là où il est vraiment utile et, en résumé, apporter le bon service à la bonne personne au bon moment. Rendre le patient acteur de sa maladie avec la télésurveillance, des illustrations existent aujourd'hui et sont expérimentées. Alors, sur les problématiques, nos constats, en tout cas les constats partagés au sein du think tank, évidemment, la difficulté d'accès aux soins fait débat. Vous ne manquerez pas d'entendre que pour certains, c'est plus un sujet, pour d'autres, ça le demeure. Et effectivement, selon les territoires, certaines couches de population ne ressentent pas les progrès de la même manière.
Il y a un consensus effectivement sur la difficulté d'accès aux soins pour certaines classes d'âge. Et lorsqu'on descend plus en détail dans les protocoles, dans les réglementations, on s'aperçoit qu'il y a des angles morts ou des zones grises pour les enfants, pour les personnes de plus de 50 ans, et de façon très sensible pour les personnes en situation de dépendance, notamment lorsqu'ils ont plus de 70 ans. Bon, donc, toutes les personnes qui en ont besoin, en fait. Donc, tous ceux qui en ont besoin. Alors, on va dire, si on se place, et c'est pertinent votre remarque, si on se place dans une vision de prévention, on s'aperçoit que pour les enfants, il y a de belles choses qui pourraient être faites, apportées grâce au numérique, pour évidemment se concentrer des forces et des moyens sur les générations à venir qui peuvent vraiment bénéficier de tout le potentiel du numérique en santé appliqué à la santé visuelle. Et puis, le suivi, la nécessité d'optimiser le suivi des maladies chroniques qui sont, de par l'évolution des constats, en croissance forte, et je le redis, dans un contexte où les ressources médicales sont sous tension. Le constat sur l'écosystème santé visuelle, en global, des rapports tendus entre les acteurs principaux, je pense que je n'apprends rien et c'est, je pense, aussi sain qu'il y ait du débat, donc des tensions, mais nécessité de créer un dialogue pluridisciplinaire, agnostique. Il ne s'agit pas de promouvoir un ou telle solution, mais on voit que les solutions peuvent apporter débloquer un peu des situations qui étaient jusqu'alors peut-être figées entre ces acteurs. Des a priori et aussi une méconnaissance, et tout ce qu'a rappelé tout à l'heure Jean-Pascal concourt à donner un cadre de confiance à la fois vis-à-vis des institutions, des professionnels de santé et dans leur relation avec les fournisseurs de solutions. Enfin, des coopérations qui restent encore assez cloisonnées. On parle beaucoup, lorsqu'on parle de numérique, d'interopérabilité, pardonnez-moi du mot un peu technique, mais interopérabilité des systèmes. Nous, on parle beaucoup d'interopérabilité des organisations. On voit bien qu'il y a des freins, quelquefois, à favoriser la coopération ou la collaboration, que ce soit entre professions, mais aussi entre la ville et l'hôpital. Et là, on revient sur des dimensions territoriales très fortes. Et puis, nous, notre volonté, c'est d'élargir et profiter d'un maillage territorial très fort que représentent les pharmaciens et les opticiens pour réfléchir et apporter des éléments de possibilité d'ouvrir le champ du possible à impliquer de nouveaux professionnels de santé. Infirmiers également. Sur la réglementation, nos constats, c'est les protocoles sont bien connus, les protocoles historiques, Muren, RNO, mais des difficultés sont relevées. Contraignant, certes, ce n'est pas évident de pouvoir mettre tout ça en place. Il y a des limitations intrinsèques, et là on en revient avec des focus sur des enfants de moins de 6 ans, sur les adolescents et sur les adultes de plus de 50 ans. La cohabitation de protocoles avec l'évolution du droit commun. On a, pour un petit rappel historique, 2010, c'est la loi qui décrit les actes de télésanté. Il a fallu 9 ans pour que ça rentre dans le droit commun pour la téléconsultation. Ensuite, ça a été la téléexpertise. Et on voit bien que l'entrée dans le droit commun bouscule la rémunération du droit commun. Parce qu'on a besoin de penser différemment la manière de rémunérer ces actions, ce travail collaboratif entre professionnels de ce cercle de soins. Enfin, les compétences. On voit qu'il y a des décrets de compétences qui autorisent, mais ces acteurs sont empêchés parce qu'ils ne sont pas au niveau du NGAP. Il n'y a pas la cotation avérée, ou ils doivent utiliser une cotation qui n'est pas tout à fait exacte, et donc il y a un risque d'indu. Autant d'incertitudes qui créent des freins réels à développer, ce qui est pourtant, d'un point de vue décret, de compétences autorisées. Enfin, il y a évidemment des questions de rémunération entre des exercices libéraux et hospitaliers qui méritent d'être précisés. Il faut finir, Il faut finir, parce qu'on a une... Oui, je termine donc rapidement sur la réglementation. On voit qu'il y a besoin d'impliquer aussi les acteurs institutionnels que sont la DGOS, DSS et puis les syndicats pour réussir à créer des lignes de consensus et faire en sorte qu'on couvre ces zones grises ou ces zones blanches. Enfin, voilà. Et après, on pourra revenir s'il y a besoin sur des cas d'usage très variés. Mais voilà les constats que nous portons et que nous essayons de faire connaître.
Merci. Merci infiniment. Juste un mot, la méconnaissance, quand vous évoquez la méconnaissance, c'est des acteurs eux-mêmes ou vous parliez du public? Juste ça, alors, oui ou non, pour oui. bien comprendre. Alors, sur les professionnels de santé, lorsque nous les rencontrons lors du congrès, par exemple SFO, il s'avère que certains disent « Ah, j'aimerais bien me lancer, mais je ne sais pas comment ». Donc, il y a méconnaissance, effectivement, du cadre possible. Il y a de l'incertitude, comme je le disais, dans le fait de le décret dit oui, mais je ne suis pas certain d'être correctement rémunéré ou utiliser la bonne cotation, et donc un risque d'indu. Et ça fait peser sur les professionnels vraiment un vrai risque. Et puis, il y a méconnaissance des bonnes pratiques aussi, de dire « Ah, mais finalement, c'est possible ». Et c'est là tout le rôle que nous donnons, d'intérêt général, c'est de faire connaître ce qui fonctionne dans certains territoires, et de sorte qu'il y ait de l'émancipation. Et ça, je pense que c'est un mot important. Les professionnels de santé peuvent s'émanciper et saisir l'opportunité de mettre en place des organisations utilisant le numérique. Merci infiniment. Vous pourrez revenir bien sûr dans le débat dans la suite. Avec plaisir. On va parler maintenant du cadre un petit peu juridique avec Maître Mélissa Savoie. Voilà, on vous laisse un petit peu nous poser un petit peu ce cadre qui est mal connu aussi. Non, normalement il marche. Non ? Bon, attendez, prenez le mien en attendant. Oui, merci. Ça y est, ça fonctionne. Oui, justement, je rebondis sur l'intervention de Stéphane Haas sur le cadre juridique mal connu et encore incertain, mouvant. En cette matière du droit de la santé, le droit a toujours 10 ans de retard sur vos évolutions technologiques parce que la médecine avance vite. Elle fait des progrès considérables dans des matières variées. Et le législateur a du mal à suivre, de sorte que on se retrouve avec des cadres juridiques incertains, ce qui crée de la peur, ce qui crée du risque et des problèmes d'interprétation. Alors chacun y va de son interprétation. Les syndicats qui sont très militants et forcément partisans ont leur vision de ce que devrait être le droit et parfois leur interprétation. Les médecins ne savent plus où ils en sont et finalement il y a des blocages parce que là où la technique vous permettrait de faire des choses incroyables, vous vous réfrénez de peur de commettre des impairs, de peur de faire des erreurs. Le risque pour les professionnels de santé qui serait lié à l'usage de la télémédecine. Il est en réalité, il est clairement identifié. Depuis 2010, on nous dit que le développement de la télémédecine va occasionner une plus grande sinistralité et donc une explosion du contentieux de la responsabilité civile professionnelle des médecins parce que forcément vous ferez des écueils, vous allez rater des choses. Force est de constater que en 2024, on n'a pas aujourd'hui constaté de recrudescence du contentieux lié à la télémédecine. Et donc cette peur, ce risque ne s'est pas réalisé. Ce qu'on agite souvent devant les médecins, c'est le risque déontologique auquel vous exposerait l'usage de la téléconsultation et de la téléexpertise. Alors, par exemple, sur la téléconsultation, on peut avoir des débats, vous avez des instances ordinales qui ont leur avis, qui souvent ne sont pas les mêmes. Par exemple, le Conseil national de l'ordre des médecins considère qu'il n'y a pas de difficulté à ce qu'une cabine de téléconsultation soit installée au sein d'une officine de pharmacie ou au sein d'un magasin d'optique, parce que précisément le médecin, lui, exerce son activité dans un cabinet et donc pas dans un local commercial, parce qu'il se place du côté du médecin pour apprécier le lieu d'exercice et le lieu de la consultation, quand l'ordre des dentistes, au contraire, lui, va considérer que pour savoir si le dentiste exerce son activité de téléconsultation dans un local commercial, il faut se placer du côté du patient. Vous voyez que tout l'intérêt là, sur l'interprétation, il est énorme parce que ça met les professionnels de santé en risque et vous savez que le risque déontologique, c'est celui qui fait le plus peur parce que les sanctions peuvent être très lourdes. Donc on agite ça devant les professionnels. Aujourd'hui, le cadre, il n'est pas défini. Vous avez effectivement des dispositions légales, vous avez des décrets et Stéphane Haas vient de vous le dire, les décrets d'application
indications sont à ce point mal rédigées que vous avez la possibilité de faire des actes, mais qui ne sont pas forcément rémunérés, qui ne sont pas encore cotés. Aujourd'hui, vous avez des machines qui permettent des collaborations entre des professionnels de santé chez lesquels il y a de la défiance. Je pense spécifiquement en matière d'ophtalmologie aux opticiens, un peu frères ennemis des ophtalmos et des orthoptistes, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un débat, et peut-être qu'on pourra en débattre avec la représentante du SNOF, sur le point de savoir ce que peut faire ou pas un opticien dans son magasin en termes de prise de mesure, au regard de ce que permet les nouvelles formes de téléconsultation et de télémédecine. Je m'explique. Aujourd'hui, un ophtalmo pourrait très bien faire une prescription au regard d'analyses et de mesures qui ont été faites intégralement par un opticien dans son magasin, parce qu'il est équipé d'une machine qui lui permet de faire des mesures, de prendre la pression, de la tension intraoculaire, de faire une image de la cornée, bref, parce qu'il utilise une technologie avec son patient dans son magasin, et parce qu'il peut soit en visio, en téléconsultation, parce qu'il l'accompagne dans le cadre de la cabine de téléconsultation, le patient, soit de manière asynchrone en envoyant les examens à un ophtalmologue qui va analyser toute cette batterie d'examens, optimiser en fait le temps et permettre d'avoir des prescriptions médicales et une meilleure prise en charge des patients, notamment dans des déserts médicaux. Aujourd'hui, il y a un débat sur le point de savoir ce que peut faire ou pas l'opticien. Il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui, tout en reconnaissant que la mesure de pression intraoculaire, de prise de tension intraoculaire est un examen médical, ouvre la voie aux opticiens pour uniquement collecter de la donnée dès lors qu'ils ne portent aucun jugement et qu'ils ne diagnostiquent aucun trouble de la vision. Donc on a des arrêts, sauf que effectivement un arrêt de la Cour de cassation, c'est nécessairement mouvant. Ça peut changer. On peut avoir une position de la Cour de cassation en 2012 qui ne sera pas la même en 2021, qui sera encore différente en 2024, et que dans cette période d'incertitude, et tant que le législateur n'a pas statué, vous met en risque. Donc je dirais que nous, ce qu'on fait dans les cabinets, c'est de l'analyse de risque en matière de profession de santé et de l'accompagnement. Parce que, en effet, je vous parlais des ordres, certains ont effectivement leur interprétation qui parfois ne cadre pas avec ce que dit la loi. Le problème, c'est que les interprétations, elles mettent parfois 10 ans à émerger, et qu'en 10 ans, finalement, votre exercice, il a évolué, et que les enjeux, c'est aujourd'hui que vous avez besoin de vous saisir de ces outils, et c'est pas dans 10 ans, quand le législateur aura enfin décidé de légiférer et de se saisir de ce problème, que vous aurez besoin de réponses. Merci beaucoup. Rapidement, peut-être une question très naïve, mais je suis là un peu pour ça. Quand on fait de la téléconsultation à domicile, et peut-être qu'on demande aux patients qu'il y a des outils, une mesure de tension, ou on réfléchit au cadre là, dans une boutique d'optique ou en pharmacie. Et alors, je veux dire, c'est... Oui, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de cadre. Et effectivement, une téléconsultation qui se ferait à domicile, en poserait direct, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, ça va poser la question de la responsabilité du prestataire, notamment de l'éditeur qui va fournir le logiciel. Oui. Donc, on a des nouvelles formes de responsabilité. Donc, voilà. Mais en effet, dans la mesure où le médecin est en direct avec son patient, alors que la qualité de la consultation va être bien moindre. Bien sûr, c'est pour ça que ça... Avec un patient qui est effectivement... On n'est pas tout seul, qui est encadré. Voilà. Il y a moins de difficultés que quand on est sur une téléconsultation assistée. C'est dingue. Oui, pardon, excusez-moi, là, oui, juste d'un point de vue, aussi, je pense, à ce qu'indiquait Stéphane Haas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des rapports qui restent tendus entre les différents professionnels, et il faut trouver des synergies, il faut trouver des manières de collaborer, des manières intelligentes, pour justement se mettre au service
du patient. Une téléconsultation, aujourd'hui, vous avez des cabines de téléconsultation dans les pharmacies avec des outils connectés. Si vous avez une personne âgée qui arrive et que vous n'avez pas un pharmacien qui est formé sur la téléconsultation, qui peut aider le patient à réaliser la téléconsultation, ça ne sert à rien. En revanche, il y a une vraie plus-value par rapport à une téléconsultation qui se ferait au domicile du patient parce que le médecin a des instruments de mesure et peut être presque aussi efficace, et je pense moi aussi efficace qu'en présentiel. Merci. On continue le tour de table. La distance, on repart un petit peu loin avec Laurent Télé, donc directeur santé d'Itelis. On vous a demandé à vous, donc outre votre vision, quelles sont les conditions pour que la téléophtalmologie s'intègre dans l'offre de soins des complémentaires santé. Vous avez 5 minutes pour plancher là-dessus. Très bien. Tout d'abord, merci de me permettre de prendre la parole au sein de votre congrès. Donc, j'interviens en tant que directeur santé d'Itelis, qui est une plateforme santé dont l'objectif est de contribuer à la soutenabilité du système de santé français en accompagnant les complémentaires santé et leurs assurés. À ce jour, on a 11,5 millions de personnes qui passent par nos dispositifs, justement vers des dispositifs de soins sécurisés dans le respect de la réglementation. Alors, on intervient, comme le prévoit la loi Leroux, c'est très encadré dans le domaine de santé où l'assurance maladie complémentaire est le principal financeur de soins, en particulier avec les opticiens. Alors, le sujet de la téléophtalmologie, on va dire, est passionnant parce que la filière visuelle, c'est peut-être l'un des domaines de santé où l'ensemble des questions organisationnelles, de prise en charge financière, d'innovation, aussi bien d'ailleurs médicales que technologiques, sont posées. Et dans ce cas, la télémédecine est un facteur clé d'amélioration de la performance du système de santé, et notamment dans le domaine de l'ophtalmologie. Alors aujourd'hui, l'ophtalmologie est confrontée à des délais de rendez-vous encore trop longs dans certaines zones géographiques, de difficultés d'accès à certaines consultations spécialisées, à la baisse de la démographie des ophtalmologistes. Alors même si dans les différentes études qui sont sorties, la tendance semble s'inverser, notamment grâce au cumul emploi-retraite, au rajeunissement des ophtalmos, on va dire, ou encore avec un apport d'ophtalmologistes étrangers. En tout cas, la téléophta semblerait être une méthode complémentaire à la pratique en présentiel, notamment puisqu'elle permet de faciliter l'accès au dépistage, l'accès aux soins et aux services de santé, si tant est que la continuité des soins soit assurée. Donc, in fine, on veut dire, en tout cas, elle peut permettre d'instaurer une meilleure organisation dans la prise en charge du patient. Alors justement, si on se tourne du côté du patient, pour moi, il est indéniable que la téléophtalmologie, sous certaines conditions, peut être considérée comme positive en termes d'accès aux soins. Et ceci, d'ailleurs, c'est vrai pour la télémédecine d'une manière générale, pour l'ophtalmologie comme pour d'autres spécialités. Alors, d'un point de vue d'une plateforme santé telle que la nôtre, je vous indiquais que notre rôle consistait à contribuer à la soutenabilité du système de santé. Et de fait, nous regardons toujours de très près l'impact économique qu'induit un nouveau dispositif organisationnel ou un nouvel équipement optique. Si on prend le cas des verres à freination de la myopie, par exemple, qui peut avoir un impact technique, financier fort pour les complémentaires santé et également en termes de reste à charge pour les assurés. Donc, si on s'intéresse à la télémédecine, d'un point de vue économique, les actes sont souvent moins coûteux pour le système de santé. Si on prend par exemple le cas des protocoles de prise en charge à tarif réglementé, comme le protocole RNM qui est à 28 €, soit parce que parfois même les praticiens eux-mêmes considèrent que la téléconsultation a une valeur moindre que le présentiel et facturent aussi moins cher leur consultation. Donc, d'un point de vue économique, on pourrait dire que le développement de la télémédecine pourrait être un levier de maîtrise des dépenses de santé. Et pourtant, je dirais même malheureusement, dans la télémédecine, il y a deux aspects qui ne sont pas forcément synergiques. Il y a l'aspect santé d'un côté et l'aspect commercial de l'autre. Alors, depuis l'essor de la télémédecine, ça a été dit tout à l'heure, les startups, on va les appeler comme ça, qui font la promotion de ce système, ont cessé de développer de nouveaux dispositifs et on va dire, ils voient parfois, quand même, certainement un but assez lucratif. La première référence que je vais vous citer, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont en tête, c'est le cas du site ophtalmo.io, qui heureusement, par action syndicale entre autres, a pu être fermé. Pour rappel, ce site internet permettait d'obtenir une ordonnance pour des lunettes et des lentilles sans qu'aucun ophtalmologiste n'ait été consulté, et ça permettait aux opticiens de délivrer une paire de lunettes à un patient qui n'avait jamais vu le prescripteur. On voit bien qu'on parle de téléophtalmologie. Évidemment, les dispositifs qui ont existé ou qui même aujourd'hui existent et continuent, on va dire, de se développer, posent un certain nombre de questions. Alors après cet épisode regrettable, on voit aujourd'hui apparaître des nouveaux dispositifs de télémédecine, et plus précisément de téléexpertise, certains auprès des orthoptistes, d'autres auprès des opticiens. Alors si on s'intéresse d'abord aux orthoptistes, on va dire qu'ils s'intègrent aujourd'hui dans un cadre, le protocole RNM, avec un acte coté qui est pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Alors évidemment, il faut être vigilant à ce que l'ophtalmologiste lecteur soit localisé dans un lieu proche de celui de l'orthoptiste qui va réaliser les actes, ça a été dit. C'est d'ailleurs la logique des équipes de soins spécialisées d'assurer la coopération entre les professionnels de santé du territoire.
Ayant regardé de très près, région par région, dans le cadre d'un projet qu'on réalise actuellement sur la filière visuelle, on voit clairement se développer un certain nombre d'orthoptistes libéraux aujourd'hui qui s'installent avec un objectif de réaliser des dépistages réfractifs et pathologiques dans le cadre justement de ce protocole. Il est probable que cette tendance, aujourd'hui je crois qu'on est à plus de 6000 orthoptistes en France, s'accentue et vienne s'articuler autour probablement de ce que je crois les syndicats des ophtalmologistes, le SNOF notamment, souhaitent développer, c'est le pôle d'ophtalmologie libéraux qui vont se créer probablement à certains endroits au niveau de la France. Donc d'un point de vue du patient, alors c'est très intéressant parce qu'on a une offre de soins qui se développe. Par contre, la complexité vient surtout de la méconnaissance de ces dispositifs. Une méconnaissance de l'ancrage territorial, une méconnaissance des prérogatives de chaque professionnel de santé. Ces différentes modalités, en tout cas, d'après les études que nous avons pu mener, sont peu lisibles pour les assurés, qui ne savent pas toujours, en tout cas, vers quel professionnel s'orienter, d'autant plus qu'il y a une forte disparité sur chacun des territoires. Donc notre rôle, en tout cas, dans nos domaines d'expertise, c'est de pouvoir expliquer, décrypter l'organisation des soins, aider les assurés à s'orienter vers le soin le plus adapté à ses besoins, notamment pour l'accès à l'ordonnance, qui est quand même le premier point d'entrée pour accéder à des équipements optiques, lunettes et ou lentilles. C'est d'ailleurs l'objet de la mise en place d'une plateforme digitale que nous allons déployer dans l'Hauts-de-France dès le mois de septembre auprès des assurés de nos clients, spécialement dédiés à la filière visuelle. Je terminerai par là, si on parle ensuite des dispositifs proposés par les opticiens, on va dire qu'il y a de quoi s'interroger. Alors non seulement sur le niveau de dépistage médical de la prestation qui est réalisée, sur la continuité des soins évidemment, mais surtout sur les abus potentiels qui peuvent se développer à cause de la télémédecine. Alors à notre niveau, on voit quand même un certain nombre de tiers payants passer. Et il est intéressant de constater que l'utilisation de plateformes de téléexpertise permet d'obtenir, par exemple, des ordonnances de plus 0,25 dioptrie. Avec certains opticiens, voilà, on arrive aujourd'hui, de par les analyses qu'on a et des tiers payants qu'on analyse, on arrive à voir ces différences-là. Nécessité, abus, fraude. En tout cas, ça soulève la question régulièrement posée du prescripteur-délivreur, dont on pourra débattre après. Et en ce sens, ces dispositifs de téléexpertise auprès d'opticiens peuvent faciliter l'obtention d'une ordonnance avec un objectif de pousser à une vente de lunettes dont l'intérêt, évidemment, peut être discuté. Alors, dans une telle situation, c'est le patient qui, au final, sera lésé, puisque si la télémédecine se développe dans les magasins d'optique, il y a une surconsommation d'achat de paires de lunettes non utiles, il y aura, in fine, probablement une dérive des dépenses de santé qu'il faudra probablement compenser par une augmentation des cotisations des contrats de complémentaire santé auprès de leurs assurés. Donc, du point de vue du patient, la télémédecine peut être utile, ça c'est évident, à condition qu'elle soit utilisée comme un outil d'amélioration de coordination des soins et de la coopération entre professionnels de santé. Et je terminerai par là, à notre niveau en tout cas, à ce stade des connaissances qu'on a des dispositifs, nous ne valorisons pas la télémédecine auprès de nos assurés lorsqu'elle est réalisée dans un magasin d'optique partenaire. Nous pourrions même, dans nos réflexions, dans le cadre de nos contractualisations, interdire les prises en charge avec une ordonnance qui émanerait de certaines plateformes de téléconsultation, soit qui ne suivent pas la réglementation, soit qui n'assurent pas la qualité d'un dépistage médical suffisant, ou encore qui seraient contraires au développement territorial souhaité et en cours par les ophtalmologistes et les orthoptistes, notamment en termes de continuité des soins. En revanche, au travers d'une nouvelle plateforme digitale que nous sommes en train de développer, nous allons proposer une géolocalisation de l'ensemble des orthoptistes et ophtalmologistes qui souhaitent se référencer, qui s'articulera en complémentarité avec les opticiens partenaires, chacun dans son domaine de compétences et de responsabilité, et avec un objectif que l'ophtalmologiste, en tout cas pour nous, reste le chef d'orchestre du dispositif de prise en charge de prescription. Et en exclusivité dans les Hauts-de-France, au démarrage, cette plateforme permettra aux assurés, en tout cas, de savoir quel professionnel il pourra trouver pour avoir une prise en charge adaptée à son besoin, encore une fois, dans le respect de la réglementation. Voilà en quelques mots notre vision et notre engagement. Merci. Je pense que les optométristes présents auront envie de vous poser quelques questions dans un second temps, mais on va poursuivre. On est ravis d'avoir donc une représentante du SNOF, et d'ailleurs, vous avez opiné lorsqu'on a pointé ces abus. C'est ce que vous craignez, d'où la position du SNOF. Pardon, hein, je ne vous ai pas présenté parce qu'on ne m'a pas donné votre nom. Je vais me présenter si vous m'autorisez à le faire. Je m'appelle Esther Blumen, je suis ophtalmologiste, donc je travaille à Paris où j'ai une activité duale, je suis hospitalière et j'ai un cabinet en libéral. Je suis effectivement la représentante du SNOF aujourd'hui, et à moins que je n'ai rien compris en fait, parce que vous me présentez vous me présentez la position du SNOF comme étant absolument opposée à la télémédecine. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, non, pas moi, non. À propos de le sous-entendu en fait, à propos de la position du SNOF. On m'a juste dit qu'il n'y avait pas de présent, j'avais pas de nom, simplement, et que finalement on n'en avait personne. En fait, je pense que le SNOF, pour remettre les choses,
l'église au centre du village, le SNOF n'est pas opposé à une télémédecine qui soit éthique, déontologique et dans le cadre légal. À partir du moment où on a posé ces contraintes, et j'opinais de la tête parce que j'étais tout à fait d'accord avec ce qui venait d'être dit, à savoir, je pense qu'il y a moyen d'accorder les violons des 3 hauts, justement, pour que le patient soit pris en charge de façon adéquate et pour le mieux de sa santé oculaire. Actuellement, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour favoriser l'accès aux soins. Actuellement, il y a des professionnels de santé tels que les orthoptistes, des internes qui sont formés, qui sont plus nombreux à accéder à ce type de formation. Donc je pense qu'en fait, il y a des efforts qui sont déployés justement pour optimiser cet accès aux soins. Après, effectivement, il faut définir un cadre, comme le disait Maître Mélissa Savoie. Voilà, Maître Savoie, pour que il n'y ait pas de débordement. Et après, la problématique, et je suis contente que le représentant des mutuelles et des complémentaires santé le réalise. C'est vrai qu'il y a un problème quand on est prescripteur et vendeur. Il y a fatalement un conflit d'intérêts, et ce serait bien effectivement qu'il y ait des normes qui permettent de l'optimiser. Après, on va faire réagir sur ça. Et je vais conclure là-dessus. L'histoire de territorialité, en fait, qui est de la téléexpertise, c'est très bien. Donc il y a un professionnel de santé requérant qui va prendre l'avis d'un expert. Ce qui semble être logique, c'est que l'expert, qu'on essaye d'empêcher, qu'il y ait une espèce de dichotomie et de compagnonnage un peu malsain, mais que l'expert requis puisse être disponible ou se rendre disponible pour accueillir le patient dans un temps donné, afin que le patient puisse, encore une fois, avoir un accès aux soins, et s'il a un décollement de rétine, qui puisse être pris en charge rapidement, s'il a une hypertonie intraoculaire, qu'on aille jusqu'au bout du dépistage, etc., de manière à ne pas dégrader notre prise en charge, notre médecine. On a la chance en France d'avoir une médecine de qualité, il faut tout faire pour essayer de la préserver, je pense. Voilà. Oui, vous craignez d'une certaine manière, effectivement, des dérives, celles qui étaient un petit peu pointées, de juge et partie, en quelque sorte, de profit, mais on les retrouve aussi en médecine, ça, d'une certaine manière. Lorsqu'un médecin prescrit une chirurgie ou autre, que c'est lui qui la réalise, ou qu'il prescrit une prothèse et qu'il la pose... Enfin, excusez-moi de question, mais je pose... Cette question, on me l'a déjà posée, je crois que c'est vous que j'avais eu au téléphone. Non, mais quand un médecin prescrit une chirurgie, elle est nécessaire. On n'est pas dans un... Enfin, je veux dire, je prends un exemple. Quand vous allez voir un ophtalmo, que vous avez un décollement de rétine, il n'y a pas de conflit d'intérêt. S'il y a une indication médicale, on va le faire opérer. Mais pour la chirurgie plus de confort, la chirurgie réfractive par exemple, ou l'intervention, on fait confiance d'une certaine manière aux professionnels de santé. On est obligé de faire confiance aux professionnels de santé. Et c'est là où intervient aussi le juge-arbitre du patient, et puis ses connaissances, etc. Ce qu'il est important, à mon sens encore, une fois, c'est qu'il y ait une certaine transparence et des explications qui soient données pour démocratiser tous ces accès. Mais pour ce qui est de la chirurgie de confort, il y a un intérêt commercial, bien entendu, mais c'est acté, il y a un accord bilatéral, enfin, je veux dire, c'est transparent, il n'y a pas à discuter là-dessus, D'accord. Non, mais bien sûr, vous avez répondu à ce que... Et donc, on va continuer le tour de table, bien sûr. Donc là, c'est les ophtalmos qui vont avoir la parole. Donc, le docteur Giponi, ophtalmo, c'est vous, pardon, dans ma liste, mais après, on continuera. Non, j'ai une petite erreur ? Non, c'est bon. Non, c'est bien moi. Voilà. Moi, je représente personne à part à part vous-même, c'est déjà pas mal. Bravo Esther, elle a bien résumé le truc. Tout à l'heure, j'entendais les conflits ou pas les conflits entre les opticiens, les optométristes, les ophtalmos. Alors moi, je suis d'une génération plus très jeune. À une époque, il y a quelques années, les ophtalmos s'occupaient des yeux et les opticiens s'occupaient des lunettes. C'était très clair. Et les optométristes ne devaient pas exister en France. C'est une profession qui est illégale. Donc les choses étaient claires. Les optométristes, ça ne doit pas exister. Les opticiens s'occupent des lunettes, les ophtalmos s'occupent des yeux. Et
effectivement, pour des raisons justifiées ou pas, parce que la vie le demande, on a eu un peu l'impression que ces choses-là dérapaient. C'est-à-dire qu'il y avait des optométristes qui travaillaient dans des cabinets d'ophtalmo, pourquoi pas, mais du coup ça peut créer la confusion dans l'esprit de certains, et on a eu l'impression que les opticiens avaient envie, ce qui peut être légitime, d'être un peu plus médicaux. Et donc là aussi, il y a des lignes qui ont commencé à bouger et qui ont créé un peu des agacements ou des énervements. On a même entendu des phrases du style « Nos compétences s'arrêteront à la porte des blocs ». Je l'ai entendu, ça, je l'ai vu écrit. Est-ce que ça a été réellement dit ou pas? Donc on peut comprendre que du côté des ophtalmos dits lambda, il y a eu une forme de nervosité, justifiée ou pas. Mais les ophtalmos les ont accueillis, ou j'ai rien... Les ophtalmos ont aussi accueilli chez eux ces professionnels. Nous avons une part de responsabilité dans certains types de choses, mais je suis en train de vous résumer le pourquoi il y a pu avoir des pierres d'achoppement entre nous, parce qu'il y a des choses qui ont été un peu floutées, et qu'il y a une forme d'incompréhension. Vous expliquez la genèse de cette méfiance mutuelle. De quelqu'un qu'on ne prenait plus trop savoir qui fait quoi là-dedans. Donc, voilà. Et aujourd'hui, votre position? J'ai pas de position précise, j'explique juste un peu la genèse de la pierre d'achoppement qu'on puisse avoir avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que c'est caduque tout ça et qu'il faut regarder les choses différemment? Je pense que les opticiens n'ont pas à faire de médecine, les ophtalmos doivent faire de la médecine, mais je pense que ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble. Alors, est-ce que c'est vraiment... C'est ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, parce que c'est 10% de conflits et d'histoires en fait, qui ont débordé sur les 90% où tout va bien. Moi, j'ai aucun problème avec les opticiens qui sont pas loin de mon cabinet, etc. Vous travaillez très bien avec eux. Et quand il y a un problème, on prend le téléphone, on s'appelle. Vous faites aussi de la chirurgie? Je fais aussi de la chirurgie. D'accord. Bon, on va laisser la parole aux optométristes, puisqu'on a un peu parlé de vous. Vous n'êtes pas très... pardon. Charles, est-ce que dans ma liste, je viens. Mais je t'en prie, Charles, si tu veux, pour non, mais vas-y, complète, comme ça, après, j'interrogerai les optométristes, ça marche. Je pense que le problème est venu du fait que certaines régions, comme on le disait, sont sous-médicalisées. Alors, la position du SNOF, de toute manière, c'était d'essayer de mettre des ophtalmologistes de partout avec des cabinets secondaires. En fin de compte, c'est très, très difficile de faire ça. Et donc, c'est comme ça qu'est née la téléexpertise. Pour ma part, si on me demande mon avis, la téléexpertise dans ces zones sous-médicalisées, pourquoi pas? Je serais même tout à fait pour. Par contre, c'est vrai que la généraliser complètement, je pense qu'il peut y avoir, de faire du sur-mesure, en fait. Faire du sur-mesure en fonction des besoins, ce qui a été déjà évoqué d'ailleurs. Pas de solution unique, ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises. Et sur la délégation, alors, en haut, je ne sais plus comment on va appeler ça, les autres opticiens, voilà. Oui. Alors, c'est vrai moi, j'ai toujours accepté en tant que chirurgien que des optométristes travaillent avec nous, et je pense qu'il y a une certaine complémentarité parce qu'ils ont été formés à une réfraction et peut-être d'ailleurs davantage que nous, et donc je pense qu'il y a une certaine complémentarité. Maintenant, c'est vrai que quelque part ils deviennent aussi un peu concurrents dans la mesure où certains sont en magasin et donc ils ne passent pas du tout par l'ophtalmologie. Je crois que là ça pose un problème. Je suis pour la complémentarité, mais effectivement avec des règles. Alors vous arrêtez pas, je crois. Donc alors Thibaut Théron, vous êtes président de l'Association des optométristes de France. Vous n'êtes pas seulement ça, vous êtes associé... Alors j'ai la chance de travailler en cabinet d'ophtalmologie et en magasin et dans l'enseignement. Donc vous avez une vision transversale. Couvrir pas mal de places. Et vous êtes en inégalité, si j'ai bien compris. Non, votre diplôme. Je suis opticien, donc j'ai le droit de travailler. Alors l'optométrie n'est pas réglementée, d'accord, mais on a un master qui a été délivré, mais on est reconnu. Non, c'est pas vous. On est reconnu et l'optométrie n'est pas réglementée, mais encore une fois, on est opticien, on a le droit de santé. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de Nice, Dr Ganassia, pour l'invitation, et je remercie cette pluralité de paroles dans un congrès d'ophtalmologie qu'on a trop rarement. Donc l'AOF, l'Association des opticiens de France, on est connu depuis quelques temps, on est un ensemble d'opticiens, on est un syndicat d'opticiens. Juste pour remettre les choses à peu près dans le contexte, effectivement, on a une baisse des délais qui est réelle, le SNOF communique beaucoup dessus, et elle est là.
En fait, cette baisse de délai, elle est grâce au travail aidé. Elle est grâce au travail aidé. On sait qu'aujourd'hui, environ 85% des cabinets sont en travail aidé. Et on peut souligner, c'est aussi grâce aux opticiens. Parce qu'ils dialoguent sur 7 ans, et 7 ans en arrière, il y avait dans les cabinets 3% d'opticiens. À l'heure actuelle, sur le dernier communiqué de presse du SNOF, qui a été donné il y a une semaine, enfin un mois, pardon, il y a 30% des cabinets qui reconnaissent les opticiens. Donc je pense que très clairement, on collabore ensemble. Et ça, c'est une réalité. Mais vous êtes ensemble. On peut surveiller ce que vous faites. Ah ben évidemment. Mais quand vous êtes dans votre magasin en ville... Mais dans notre magasin en ville, on a une obligation de communiquer. C'est-à-dire que si on modifie une ordonnance, on a une obligation d'envoyer à nos médecins, aux prescripteurs, la modification. On est obligé. Et donc on le fait. On le fait avec plaisir. Mais si vous voulez faire une modification sur 0,25 de dioptrie, ce qui était... c'est bien ça, je ne suis pas spécialiste, on dit comme ça, parce que vous avez derrière une nouvelle lunette à vendre. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il y a plusieurs choses. Alors, les mutuelles, on va voir. Après, on n'a pas attendu la télé-expertise pour avoir des ordonnances de plus de 0,25. Ça fait 15 ans que je travaille en magasin, des ordonnances de plus de 25, j'en ai vu bien avant la télé-expertise. Et d'ailleurs, je ne suis pas placé pour parler si c'est bien ou pas. En tout cas, nos patients, quand je travaille en cabinet, mes clients, quand je travaille en magasin, sont ravis de porter ces lunettes. Donc je pense que ça leur fait du bien. Et je ne suis pas là pour dire que le plus de 0,25, il est bon ou pas. Je prends un presbyte, s'il est gêné, on lui met 0,25 de plus, s'il est mieux avec, on ne va pas lui interdire. Parce que les mutuelles refusent de payer. Pardon. Alors, une fois que ceci étant dit sur la diminution des délais, c'est une réalité, on a une diminution des délais globale. Maintenant, il faut savoir qu'il y a environ 68 départements en France qui sont en sous-démographie ophtalmologique. C'est-à-dire que 60% de la population vit dans un désert médical. Et ça, c'est une réalité. Le travail aidé, comme on a dit, est à 85% à l'heure actuelle. On ne pourra pas aller plus loin, parce qu'il y a des spécialités en ophtalmologie sur lesquelles on n'a pas besoin du travail aidé. Ce qui fait des paupières, j'étais ce matin aux conférences sur la paupière, je ne pense pas qu'il y a besoin de travail aidé. Il peut y avoir de réfraction, on ne va pas déléguer des choses sur la paupière. Donc je pense qu'on est déjà au maximum sur cette solution. La solution pour répondre aux problèmes démographiques, jusqu'à maintenant, ça a été de dire on va utiliser les orthoptistes. Malheureusement, les orthoptistes, ils sont installés là où sont les ophtalmos. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près installés au même endroit et ils ne sont pas assez nombreux. Alors du coup, on s'est dit on va former plus d'ophtalmos. À l'heure actuelle, ce qui se passe, malheureusement, les jeunes ophtalmos, ils s'installent en ville. C'est-à-dire que la pyramide des âges, elle est inversée. Les jeunes s'installent principalement en ville et en zone rurale, on a principalement des ophtalmologistes de plus de 65 ans. Et ça, c'est encore une fois, je tire mes chiffres de la présentation du SNOF du mois dernier. Donc on voit très bien qu'on ne va pas arranger ces choses-là. Et les jeunes veulent rester en ville, ce que je comprends, j'habite Lyon. Et donc du coup, on a cette place. Ensuite, si on regarde aujourd'hui, le dernier professionnel de santé visuelle qui n'a pas été abordé par rapport à ça, c'est l'opticien. Aujourd'hui, l'opticien, c'est le professionnel de santé qui a le meilleur maillage territorial sur l'ensemble du territoire. On a environ 60 opticiens pour 100 000 habitants sur l'ensemble du territoire, pratiquement sans trou dans la raquette. Donc ce maillage, il est hyper important. Comme on l'a dit, on est déjà collaborateurs depuis longtemps. Dans les cabinets au sein duquel je travaille, j'ai fait à peu près une statistique. À l'issue de 70% de nos consultations, une ordonnance de lunettes est remise. Alors il n'y a pas que ça, il y a de la pathologie, majoritairement aussi beaucoup. Mais à l'issue de ça, on a 70% qui sont donnés par une ordonnance. Et donc qui sera traité par un opticien. L'opticien est le collaborateur numéro 1 de l'ophtalmologue. Il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Il n'est pas indépendant, c'est-à-dire vous insistez, il n'est pas indépendant, il ne fait rien sans lui. On est bien d'accord. Je suis désolé, l'ophtalmologue n'a pas le droit de vendre de lunettes. Pardon ? L'ophtalmologue n'a pas le droit de vendre de lunettes. Oui. Donc il a besoin de l'opticien par ailleurs, et on travaille ensemble. Et tout le monde, oui. tout le monde sera content que le patient, parce qu'on travaille ensemble pour le soin du patient. On est tout à fait d'accord que tout cela... Et donc, personne n'est content quand la lunette ne va pas. Ni l'opticien, ni l'ophtalmo, ni le patient. Donc ça, c'est une réalité. On est collaborateurs dans les cabinets. Aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des cabinets qui travaillent avec des opticiens. On pense même que ce chiffre, il est un petit peu sous-côté, parce qu'on voit encore qu'il y a des assistants médicaux et certains opticiens sont requalifiés en assistants médicaux, ce qui est par ailleurs illégal. Et aujourd'hui, ce collaborateur, il est réel et il est reconnu. Le docteur Ganassia le disait juste avant, on est reconnu pour nos réfractions, pour une expertise sur la connaissance du système visuel, du système optique, des conditions optiques. On est reconnu en basse vision, on est reconnu en contactologie. Et tout ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les opticiens, en plus, en dehors de ce maillage, c'est le premier professionnel de santé à se déplacer dans les EHPAD. C'est lui qui y va le plus. Et ça, c'est une réalité. Et donc, du coup, aller toucher ces personnes-là, qui sont très très loin du système de santé visuelle, ce serait un plus. Donc, je pense que c'est vraiment un intérêt pur de l'ensemble des professionnels de santé visuelle de s'appuyer sur les opticiens pour cette expertise. Donc, vous voulez aussi monter en compétences ?
Ah mais de toute façon, on souhaite monter en compétence, ce qui est normal, et je pense que ça va dans le sens des choses. Ça va dans le sens. On est le dernier pays d'Europe à pas reconnaître un professionnel de santé optométriste, on peut dire le mot, on est optométriste, d'accord ? On est un des derniers pays d'Europe à ne pas le reconnaître. Et je pense que même plus loin, certains ophtalmologistes le demandent. Parce qu'ils veulent faire de la chirurgie. Aujourd'hui, la spécialité de l'ophtalmologie, c'est une spécialité chirurgicale, médicale par ailleurs, mais on voit qu'on aura dans le temps de plus en plus de pathologies oculaires. Et ces ophtalmos, ils ne pourront pas tout prendre en charge, et la réfraction, et la pathologie comme il faut. Donc ce qui venait d'être dit, c'est-à-dire vous irez jusqu'au... non, devant le bloc. Non. Attention, le glaucome, il ne va pas que au bloc. Il y a une prise en charge à faire en avant du bloc. Bien sûr. Mais moi, médical, chirurgical, et le glaucome en fait partie. Les conjonctivites, il y a plein de choses qu'on veut pas. Et attention, hein, je veux pas que ma parole soit changée. Par contre, sur une telle expertise, il faut que ça reste une solution d'appoint. On peut pas en faire n'importe quoi. Et on veut une haute exigence, d'accord ? Aller encore plus loin que les protocoles qui ont été faits. Moi, il y a une chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on puisse donner une ordonnance sans lampe à fente. Depuis 50 ans, si je retourne en arrière, si on doit prendre un objet qui est associé à l'ophtalmologue, c'est la lampe à fente. Vous prenez un ophtalmologue en photo, il sera à côté de sa lampe à fente. Et aujourd'hui, on nous fait croire que sans segment antérieur, sans observation du segment antérieur, on peut faire une ordonnance. L'opticien, l'optométriste est formé à cette lampe à fente. Et si demain on imagine une solution complète de téléexpertise, je pense qu'il faut une photo de lampe à fente. Et l'opticien est souvent équipé, l'optométriste tout le temps, est équipé pour ça. Et donc vraiment, il faut aller plus loin. Et quand j'entends dire le prescripteur devient vendeur, absolument pas. Absolument pas. On fait une téléexpertise, cette expertise on la demande à l'ophtalmo, et l'ophtalmologue, c'est l'ophtalmologue qui décide de faire les prescriptions, c'est absolument le vendeur. Et sur cette ordonnance, il faudra bien que soit noté que c'est une ordonnance de téléexpertise, et laisser le choix au patient. Et laisser le choix au patient, évidemment. C'est réglementaire, ça. Et évidemment, et encore même, je pense que ça va simplifier la chose. Si le patient retourne chez le même opticien, et que ça va pas, qu'il n'est pas bien avec ses lunettes, il sait qu'il est responsable. On règle le problème de l'échange entre l'ophtalmo, l'opticien. Les lunettes vont pas, c'est de la faute de la réfraction, il faut retourner voir votre ophtalmo. Les lunettes vont pas, non, c'est l'opticien qui m'a fait le chantage, je retourne chez l'opticien. Ah mais non, c'est un problème de convergence, on retourne chez l'orthoptiste. On a des patients comme ça qui sont perdus là-dedans. Et donc du coup, on sait qui est responsable. Si on retourne chez le même. Mais il faut garder... Ok. Non, c'est pas volontaire, mais ça tombe bien parce que faut qu'on continue le tour de table. Juste pour terminer, je pense que le fait de développer cette solution va repermettre de mettre l'échange au cœur. Moi, ce que je regrette le plus et ce que j'observe, c'est que malheureusement, on a perdu cet échange entre l'opticien et l'ophtalmologue. Aujourd'hui, il y a une espèce de défiance de chaque côté. Moi, je vois mes jeunes opticiens qui ont peur d'aller voir l'ophtalmo. C'est une réalité. On était en réunion, ils ont peur d'aller le voir. Je ne sais pas, c'est pas vous qui faites peur, mais en tout cas, il y a une certaine rupture. Vous n'êtes pas très effrayant, hein, pourtant. Non, mais en réalité, il y a une certaine rupture. Et pareil, du côté des ophtalmos, ils ne veulent pas trop aller voir les opticiens. Moi, ce que je regrette, ce que je veux, c'est qu'on travaille ensemble, et je pense qu'on peut le faire de la meilleure manière qui soit, et qu'on peut ensemble aller dans les EHPAD, aller dans ces zones rurales où c'est difficile d'aller, où les personnes âgées peuvent plus se déplacer, et on peut travailler ensemble, et je pense que ce sera profitable à tout le monde, et surtout à nos clients et à nos patients, et c'est ce qui est encore de plus important. À nos clients et à nos patients en plus, de façon tout à fait honnête. Merci. Je travaille en cabinet, je suis désolé, je fais partie de ces 30% de ces cabinets où on travaille dedans. On continue alors Franck Lenève, puis Michael Assouline. Franck Lenève, ex-PDG de Visiologiste, un petit retour d'expérience, vous aussi extrêmement intéressant. Oui, alors donc j'ai dirigé cette entreprise pendant une dizaine d'années, de 2012 jusqu'à 2023. La société Le Visiologiste proposait, et propose toujours puisqu'elle s'appelle Se Soigner aujourd'hui, des cabinets médicaux, des plateaux techniques complètement équipés et qui étaient loués pour un prix fixe à des ophtalmologistes libéraux. Avec comme particularité d'avoir permis à près de 80 ophtalmos européens de venir s'installer en France dans les zones sous-dotées. C'est-à-dire que la mission de l'entreprise était de s'installer là où personne n'allait, puisqu'on était à Dieppe, on est à Mayenne, on était à Saint-Lô, on était à Châteauroux, Clermont-Ferrand, enfin des villes qui se retrouvaient fortement déficitaires en ophtalmologistes. Je rappelle, chaque ophtalmologiste était libéral et nous étions complètement différents de centres de santé qui pouvaient salarier les médecins. Donc le médecin était de 100% autonome dans sa pratique médicale. Nous nous mettions à sa disposition, moyennant un loyer, un cabinet et une équipe d'assistants médicaux, secrétaires et optométristes.
Très rapidement, la question de la télémédecine a été posée par ces médecins qui avaient comme particularité d'être à temps partiel. 80%, peut-être pas, 70% des ophtalmos ont une pratique médicale, les médecins étrangers, à temps partiel, 2 semaines dans leur pays, 2 semaines en France. Pendant les 2 semaines où ils se retrouvaient dans leur pays, c'était du temps médical disponible pour pouvoir apporter une solution de télémédecine. En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que la télémédecine telle qu'on essaie de la développer un peu partout ne prend pas forcément assez en compte la fatigue que peut ressentir un ophtalmologiste quand il pratique cet acte médical. J'ai pu constater, puisque sur les 35 cabinets que nous avions, que la télémédecine n'est pas un moyen de se substituer à un temps médical en cabinet, mais il s'ajoute. Et que très rapidement, il y a une lassitude. C'est-à-dire qu'au démarrage, tout le monde est emballé, c'est génial, on va pouvoir faire de la télémédecine, c'est hyper innovant, je vais être comme les autres, dans ma médecine et dans ma pratique, je vais montrer que je suis disruptif, voilà, start-up, enfin on peut tout imaginer. Mais très rapidement, ça devient chiant en fait. C'est que on a déjà eu toute sa journée. Finalement, si la journée qu'on s'est accordée pour la chirurgie, elle vient déjà s'ajouter. Et puis si la journée que je m'accorde en tant qu'ophtalmologiste pour me reposer, parce que c'est pas évident de rencontrer autant de personnes, autant de patients tous les jours, je dois en plus l'ajouter pour consulter des patients en télémédecine, ça marche pas. Sur le terrain, ça ne marche pas du tout. Et je l'ai pu le constater. Ils se sont découragés. Voilà, et c'est logique, ça se décourage et ça se comprend très bien parce qu'en plus, c'est pas extrêmement bien rémunéré. Donc, la question s'était dite, écoutez, moi j'ai des cabinets, je mets à disposition des cabinets où un ophtalmologiste va être présent 2 semaines, et puis pendant 2 semaines, le cabinet peut être fermé. Donc, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'on avait proposé des séances de téléconsultation bien affichées au niveau de Doctolib pour les patients, qui prenaient rendez-vous entre 15 ans et 50 ans, et qui se rendaient au cabinet, suivaient un parcours classique avec l'équipe médicale du médecin, ophtalmologiste, donc secrétariat, prise de mesure, classique, qui était enregistré dans je précise, c'était un test, qui était installé que toutes les mesures habituelles prises en cabinet par les assistants des médecins étaient enregistrées dans le logiciel métier. Et puis, le médecin grec, roumain, espagnol, qui était dans son pays, programmait, puisqu'ils ont des horaires de travail un peu différents des nôtres en France, des rendez-vous en visio avec ses patients pour pratiquer le diagnostic. Mais pas en direct, c'est ça ? Si, en direct. En direct, entre 18h et 22h. En Grèce, ça va assez loin. Et les patients étaient enchantés pour pouvoir avoir le diagnostic posé par toutes les mesures prises et l'ophtalmo, délivré sur Doctolib une ordonnance ou non. Et dans le cas où il a délivré, le patient était absolument libre de son choix d'opticien. Et dans le cas où il ne pratiquait pas d'ordonnance, il redemandait un rendez-vous complémentaire au patient. Bon, là, on a fait des tests dans différentes villes. Et force est de constater que, j'apprends rien à personne, notre territoire est extrêmement varié et je confirme que nous n'aurons pas de solution unique. Sur Rennes, le sujet ne s'est absolument pas bien passé puisque nous n'avons eu aucune demande. Pourquoi ? Le service était là parce qu'on a des rendez-vous en 1 semaine sur Rennes. Par contre, à Montbéliard, le cabinet était plein en télémédecine tous les jours comme si c'était un cabinet classique. Donc, toute cette constatation, ce premier test a montré que le côté asynchrone entre l'ophtalmologiste et la prise de mesure est quelque chose qui, par les patients, est demandé, puisque ça fonctionnait, mettait en sécurité le patient. En tout cas, accepté. Pas demandé, accepté. Accepté, puisqu'on faisait cette offre et finalement l'offre était reçue, et que le patient, finalement, avait le même diagnostic en l'espace d'une journée, mais dissocié, puisqu'il pouvait avoir rendez-vous à 14h avec l'optométriste, et sa visite visio avec l'ophtalmologiste en direct à 19h, 19h30, pour poser le diagnostic et distribuer l'ordonnance. Ça, c'est un premier test qu'on avait fait. Mais excusez-moi, je vous interromps juste à ce stade. Est-ce que ça veut dire quand même que c'est vécu comme une situation un peu dégradée, puisque vous dites quand il y a du médecin sur place, ça marche pas du tout, ça marche quand il y en a pas. Quand donc je parle ça veut de dire médecin que sur place,
Ça veut dire que c'est encore... Non, vous n'êtes pas mal exprimé. Le médecin sur place, c'est quand il y a une offre de soins quand il y a une offre de suffisante soins dans la ville. Là, la télémédecine ne trouve pas sa place. Donc, en tout cas, en ophtalmologie, ce qu'on avait pu voir. Donc, en tout cas, le public, voilà. Aujourd'hui, c'est encore considéré par la patientèle comme un pis-aller. Voilà. Ensuite, on avait fait un deuxième test en 2019, pré-Covid, avec un groupe d'optiques, où on avait placé du matériel en magasin d'optique. Mais l'opticien n'était là que pour un prêt de salle, puisque l'ensemble du matériel, aujourd'hui ça existe, était piloté à distance par l'ophtalmologiste. C'est-à-dire que le patient arrivait dans le cabinet, dans le magasin d'optique, était placé devant les machines. L'ophtalmologiste était en direct avec l'ophtalmologiste. Je précise qu'il y a des solutions qui sont proposées où l'ophtalmologiste n'est pas là ou est remplacé par un autre professionnel de santé. Mais là, l'ophtalmologiste grec, depuis Athènes, depuis Thessalonique, depuis Bucarest, prenait la main sur le matériel pour pratiquer de la même manière qu'en cabinet, sans l'assistance de personne. Ça marchait très bien. Au niveau protocole, au niveau déontologie, je suppose que c'était parfait. Par contre, on s'est trouvé très rapidement en difficulté sur les réseaux, puisqu'il y avait une coupure régulière qui pouvait arriver entre la connexion Internet et que là, il fallait un assistant pour faire patienter le patient le temps que la connexion revienne, ne pas le faire s'impatienter, etc. Donc, on est sur tout un tas de tests qui existent, des problèmes techniques existent, le matériel pilotable à distance existe, mais il se retrouve confronté à ces difficultés de connexion. Le temps médical, c'est pas un temps médical qui est extensible pour les ophtalmologistes. Et que le temps partiel, dans les zones désertiques, puisque je peux vous dire que quand on proposait un cabinet, un des cabinets qu'on a ouvert à Belfort, le premier jour, il y a eu 850 appels, donc il y avait une véritable demande dans les zones où nous nous trouvions. Je vous passerai tous les détails des autres cabinets où nous nous sommes installés, mais que cette exigence des médecins étrangers de ne pas être présents à temps complet, et le temps partiel existe aussi en France par les médecins issus de la formation française. C'est la vie qui fait qu'on a tous envie de temps et de moins travailler ou d'être épuisé par son travail. Eh bien, cette solution d'utiliser le temps partiel des médecins étrangers nous avait paru, en zone désertique, une solution parmi d'autres. Merci beaucoup. Je vous ai déjà un peu interrompu, donc on va continuer comme ça. Après, on va un peu débattre quand même. On ne présente plus le docteur Michael Assouline. Vous avez écouté aussi avec beaucoup d'attention, donc on va vous demander votre point de vue. Et vous qui êtes très en avance, qui parlez beaucoup d'automatisation, d'IA, etc., comment vous entendez aussi tout ce dialogue ? Ce qui est intéressant dans cette table ronde, qui est plus une table ronde qu'un débat, c'est que tous les participants sont bien conscients de la nécessité d'accélérer et de faciliter l'accès aux soins et d'enrichir le contenu de la prestation médicale ou de la prestation de santé visuelle au sens large. Et la question qui est posée, c'est pas tellement de savoir si la téléophtalmologie est nécessaire, c'est quels sont les moyens suffisants à mettre en œuvre pour qu'elle ait du sens, afin qu'on puisse la faire prendre en charge dans le cadre de la solidarité nationale, c'est-à-dire par l'assurance maladie ou les complémentaires santé. Donc aujourd'hui, ce qui fait bouger les lignes, c'est cette notion d'accès aux soins qui tient compte du maillage territorial. Au sujet du maillage territorial, on peut dire que ce qui fait que le maillage territorial des optométristes est meilleur que celui des ophtalmos, c'est à la fois l'absence de numerus clausus et l'amélioration de la rémunération de l'acte d'opticien par rapport à l'acte de santé. C'est la dévaluation de l'acte de santé qui a fait qu'il y a eu des déserts médicaux parce que les ophtalmos n'ont plus les moyens de s'installer dans... Attendez, on va vous faire parvenir... C'est bon ? Ouais. Alors que la marge opérationnelle des magasins d'optique est suffisante pour un nombre de patients plus faible et les prendre en charge correctement. Donc, ceci étant, tout le monde est conscient qu'il y a une complémentarité des métiers de la santé. Donc, si demain on ouvre à fond les robinets de la formation, ce qui se fait un peu actuellement, on va tout résoudre. Il y aura des ophtalmologistes dans les aires médicaux. Ils n'auront pas le choix, ils vont y aller pour gagner leur vie. La concurrence sera établie et que la faisabilité économique de s'installer dans ces territoires sera rétablie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais en réalité, tout le monde est bien conscient aujourd'hui que cette création de valeur des différents intervenants de la filière de santé visuelle, elle est complémentaire. Et si l'on veut qu'il y ait une cohérence dans cette filière de santé visuelle, il faut que chaque acteur fournisse ses compétences propres
pour contribuer à une prise en charge des patients dans le meilleur contexte possible. Donc c'est inutile d'utiliser des compétences excessives pour prescrire des lunettes, et c'est insuffisant de faire appel à un professionnel de santé insuffisamment formé pour assurer le dépistage, la prévention ou le diagnostic des maladies oculaires, dont ceux qui les pratiquent savent qu'elles sont parfois horriblement complexes. Il faut juste vous interrompre rapidement. Un mot. Attendez, je vous ai laissé parler, vous avez été très long d'ailleurs. Donc, non, je vérifie, je vous assure. On va essayer de développer le raisonnement. Donc aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est de noter que les lignes bougent également, parce qu'en dehors des acteurs traditionnels, hein, c'est les 3 O dont a parlé Esther, hein, les ophtalmologistes, les opticiens et les orthoptistes, eh bien, il y a de nouveaux intervenants qui sont technologiques. On a aujourd'hui des agents conversationnels, on a aujourd'hui des machines, on a aujourd'hui de l'IA. Et ces 3 intervenants technologiques vont compléter l'offre de soins. Et en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'établir une bonne articulation des moyens humains et des moyens technologiques pour offrir le meilleur service possible au meilleur coût possible. Vous croyez qu'ils vont les compléter ou ils vont eux aussi grignoter? Je vais vous donner 2-3 exemples parce que j'ai la chance de bénéficier d'un retour d'expérience des 14 pays où on a commencé à mettre en œuvre ces outils technologiques. Pour vous donner un exemple, on travaille beaucoup en Asie et en Allemagne. En Allemagne, les chaînes d'ophtalmologie sont beaucoup plus grandes qu'en France. On travaille avec des chaînes qui ont entre 200 et 300 centres. Une des chaînes avec laquelle on travaille voit 1,5 million de patients par an. Bien, on leur a donné sous licence notre robot conversationnel qui effectue un pré-diagnostic et un tri très efficace des patients qui permet de rationaliser l'accès à la filière de soins. Donc ça permet d'orienter les patients vers le professionnel, que ce soit un optométriste ou un ophtalmologiste ou un chirurgien ou un ophtalmologiste spécialisé, afin d'éviter aux patients de courir d'un point à un autre et d'avoir des examens redondants, inutiles et coûteux. Un autre exemple, à Madrid, on a travaillé avec l'hôpital La Paz, qui est un peu l'équivalent des 15-20 à Madrid. C'est le plus grand hôpital ophtalmologique en Espagne. Donc pendant une année d'expérimentation de notre solution, l'utilisation de notre robot a permis de renvoyer chez eux, sans passer par l'ophtalmologiste, mais simplement avec une prise en charge par l'optométriste, 43% des patients. Les médecins spécialistes du département ont vu 2 fois plus de patients cette année-là, grâce à l'utilisation d'un robot qui les a déchargés. Est-ce qu'on peut... Oui, allez-y. Non, normalement, c'est juste là-bas. C'est bon, c'est des petites fluctuations. Donc, vous voyez, ce sont des exemples qui montrent qu'aujourd'hui, on a des conceptions sur la façon dont on peut articuler le travail des professionnels qui sont un peu arc-boutées sur des positions anciennes. D'abord, de partage de la valeur, donc on l'a signalé. Deuxièmement, de partage des compétences. Et en fait, on voit bien que s'il n'est pas du tout question que les ophtalmologistes se mettent à vendre des lunettes, ce qui améliorerait beaucoup leur fin de mois, eh bien, il est peut-être envisagé de confier quelques compétences médicales aux opticiens. Là, vous êtes un peu aussi... pas trop crédible, là. Je suis là pour provoquer. Mais sachez que si la France est la seule à ne pas reconnaître le métier d'optométrie, c'est aussi le seul pays où les médecins n'ont pas le droit de vendre des lunettes. Donc il faut quand même remettre un peu les choses en place. Et c'est très important de penser que s'il y a eu partage de la valeur et des actes et des responsabilités entre les professions de santé et de la filière visuelle, c'était justement pour faire ce qu'a dit Esther, c'est-à-dire bien séparer, comme pour la pharmacie et la médecine, l'acte de prescription et l'acte de vente, pour éviter qu'un conflit d'intérêts nuise finalement à la répartition de ces choses-là, puisque en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, eh bien, tout ça est pris en charge par la société, et donc il faut rationaliser l'attribution des fonds. Donc l'IA peut-être pour rendre les choses plus lisibles et finalement adresser aux bons professionnels. Donc qu'est-ce qu'on a c'est ça. Après on va prendre quand même l'avis des usagers quand même. Pour conclure, hein, quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous aujourd'hui? Mais je crois que la seule perspective, c'est de se parler, de se concerter. Et il faut se concerter non seulement entre professionnels de la santé visuelle, mais aussi avec les payeurs, avec les assurances, avec les pouvoirs publics. Parce que finalement, c'est de la concertation entre les différentes parties que va naître une articulation cohérente, logique, rationnelle au meilleur service rendu des patients. Merci. Thibaut, juste avant, vous avez écouté Jean-Pierre Thierry avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. J'ai deviné que vous preniez des notes. De votre point de vue, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a parlé de vous, quand je dis vous, c'est les patients, au cours de ces échanges? Comment voyez-vous, vous, ce débat autour des compétences des uns et des autres et de cette répartition?
Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis conseiller de France Asso Santé, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est l'Union nationale des associations agréées du système de santé, effectivement. Ça réunit des associations de patients autour de maladies, mais aussi des associations d'usagers, de retraités, des familles et même des consommateurs, à travers des associations de consommateurs. Et donc, en fin de compte, ça a une position institutionnelle, hein, puisque c'est dans la loi de santé publique et qu'on doit être consulté, on peut être force de proposition, notamment pour tous les aspects liés à la politique de santé, à la réglementation. Et donc, bon, alors, il y a des représentants des usagers, ils sont 20 000 dans les établissements, pas tellement dans le mode libéral pour l'instant, et on est présent dans plein de commissions, y compris au conseil d'administration de l'assurance maladie, à la HAS. C'est une très forte représentation. Donc, absolument. Votre avis, alors, votre point de vue. Je dis ça en introduction pour dire que... Votre parole compte. Parler au niveau systémique, oui. Donc, alors, je vais faire 3 remarques. D'abord, en France, on a une excellente expertise. Puis ça a été rappelé, on a un très bon niveau médical. En 2, sur le cas particulier qui nous réunit aujourd'hui, le bilan est complètement fait, en fin de compte. On n'a pas besoin d'essayer de faire des bilans plus élaborés. On a tous les éléments pour juger et pour évaluer. Par exemple, je parle des délais d'accès et de la présence de zones défavorisées, qu'on appelle aussi des déserts sanitaires. En 3, la volonté des acteurs présents ici montre que la plupart, ceux qui sont présents aujourd'hui, il peut y avoir des dérives, mais j'en parlerai pas trop, c'est que les acteurs veulent faire au mieux. En tout cas, dans leur couloir de nage, très souvent. Je vais y revenir. Donc voilà, donc, une fois qu'on a dit ça, et ça a été dit à plusieurs reprises, pourquoi on a l'impression qu'en France, les choses sont souvent bloquées? Alors, je vais dire, la position de France Asso Santé, d'abord, c'est l'égalité d'accès. Et dans l'égalité d'accès, après toutes les bonnes paroles qu'on a entendues, la question que je poserais, c'est dans les départements, dans les territoires défavorisés, en fin de compte, on attend des décisions et des actions rapides. On ne va pas attendre le rebond démographique des ophtalmologies dans 10 ans ou à partir de 2035. C'est aujourd'hui et maintenant, une partie de la population française n'est pas sur un pied d'égalité, n'a pas des accès corrects, notamment en ophtalmologie, mais c'est aussi, comme vous le savez, en dermato, en cardiologie principalement. Donc ça, c'est assez bien documenté. Donc ce qu'on veut, c'est des actions. Alors on peut maintenant, à partir de là, si je me retourne vers la plateforme de France Asso Santé, qui est un peu ancienne parce qu'elle date de la présidentielle, je vais lire plusieurs messages. En fin de compte, un peu découragé pour voir que les choses n'avancent pas assez vite, France Asso Santé est pour une régulation, en fin de compte, assez dirigiste de l'installation des spécialistes et des médecins. Ou en tout cas, ça se traduirait par des vrais systèmes d'incitation, au-delà de la planification, qui, pour un système aussi socialisé que le nôtre, est totalement défaillante en réalité. Vous savez qu'il y a des professions qui sont organisées, où on a un bon maillage territorial, il y en a d'autres où on a laissé des inégalités régionales. Il se trouve qu'en ophtalmo, même si les efforts ont été faits pour réduire les délais d'accès, et les efforts ont été importants, ce qui caractérise aussi l'ophtalmologie en France, c'est le niveau des inégalités entre départements, qui est vraiment très, très, très élevé. En 2, je dirais donc, ce qui caractérise aussi la France, c'est, alors il y a un terme anglais pour ça, c'est tough battle, c'est-à-dire, ça a été évoqué, donc je suis très à l'aise, ça s'appelle les luttes de territoire. Les luttes de territoire. Je parlais de couloir de nage. Nous, alors les patients, ils observent un peu avec irritation et un peu avec dépit que les négociations conventionnelles ou la régulation française fait qu'on a surtout l'impression que les professionnels, même s'ils parlent pour les patients, on sait très bien qu'ils défendent les patients, souvent on a l'impression qu'ils parlent surtout de leur intérêt propre et surtout de leur intérêt économique et de la défense de ce qu'on appelle leur territoire. Et donc ça, c'est très embêtant parce que la France est aussi caractérisée par une fragmentation de l'offre de soins qui est assez importante. Même il y a une hiérarchie, le ministère de la Santé gère plutôt l'hôpital, l'assurance maladie gère plutôt la ville, mais enfin elle n'a pas les moyens de planification dont on a parlé. En 3, alors c'était intéressant d'entendre parler des agents conversationnels parce que j'avais envie de vous dire que la téléophtalmologie s'est apparue il y a à peu près 40 ans. En fait, il n'y a pas d'innovation dans la téléophtalmologie. L'innovation, il faut la trouver au niveau organisationnel. Et si on veut la trouver au niveau organisationnel, ce qui n'est pas complètement idiot, c'est de regarder ce qui marche ailleurs. C'est-à-dire regarder par exemple le réseau de téléophtalmologie d'Ontario sur la rétinopathie diabétique, c'est peut-être un bon modèle. On devrait le regarder, on devrait peut-être éventuellement s'en inspirer.
Voilà, donc l'idée de territoire, je vais être court, l'idée de territoire, elle est tellement importante que nous, on pense que le mélange de centralisation poussée et de logique catégorielle, on appelle ça aussi corporatiste, empêche au niveau du terrain de voir émerger des nouveaux modèles. Pardon. Allez-y, finissez. Non, mais parce que ma question a été simplement, quand vous dites ça, vous parlez de silos, de défense, etc., est-ce que du point de vue du patient, vous avez la même confiance, entre guillemets, vis-à-vis de l'ensemble des acteurs? Parce que vous les avez mis un peu tous dans le même panier concernant les intérêts propres. J'ai dit avant, si vous voulez, la confiance, elle est dans la démarche professionnelle, qui est souvent une démarche professionnelle d'excellence. Oui, mais quand on vous avez dû entendre, on a reproché aux optométristes de finalement prescrire quelque chose qui allait leur faire, qui avait un intérêt commercial. Si vous voulez, ça c'est des logiques corporatistes de négociation d'enveloppe au niveau national. Mais vous vous en fichez de votre côté? Ah bah pas du tout, on s'en fiche pas, on demande à ce que ce soit réformé, madame. Oui, c'est ça, réformé, mais vous ne voulez plus de ça. On demande qu'il y ait une plus grande régionalisation avec éventuellement, je pense que ça va être fait, l'implication des acteurs locaux et notamment des représentants, des élus locaux, par exemple au niveau des ARS ou à un niveau infra-ARS, qui est des boucles beaucoup plus courtes de responsabilité au niveau territorial. Et ensuite, on demande au niveau national de faire évoluer le cadre de négociation conventionnelle. Alors, je vais juste terminer là-dessus. Moi, je suis très vieux, j'ai regardé l'émergence de la télémédecine. Je connais bien Jean-Pascal Pirmet et j'apprécie beaucoup sa démarche aujourd'hui. Mais par contre, si vous voulez, il faut sortir du tout paiement à l'acte, très, très clairement. Et alors, il se trouve qu'en ophtalmo, en plus, il y a un des articles 51, si vous connaissez les plus avancés, les plus intéressants, porte sur la cataracte. Et je voudrais terminer aussi, il y a un mot qui n'a pas été, il y a une notion qui n'a pas été tellement abordée, qui est compliquée, mais qu'il faudra aborder, c'est la notion d'indicateur de qualité et de résultat. Oui. Là aussi, très certainement, le bon étage, il est territorial, départemental ou plutôt régional. Il faudrait pas seulement avoir de la facturation, le SNDS c'est très bien, mais que les professions, j'ai dit les professions, ensemble, s'emparent de projets où on fasse émerger des indicateurs de qualité qui soient d'abord faisables, qui ne demandent pas trop de travail à être produits, et qui soient pertinents pour les usagers et pour les patients. C'est en train d'être produit dans le projet PROM 4, qui est soutenu indirectement par France Santé, d'ailleurs, qui est autour de la table, et qui est soutenu par le CNP, par les ophtalmologues, etc., sur la chirurgie réfractive. Et donc, c'est très intéressant d'introduire ce qu'on appelle des PROM, c'est-à-dire des indicateurs de qualité vus par les patients. Exactement, et qui peuvent un peu tout remettre. Et donc aussi, à travers l'article 51, le message que je peux passer, c'est que, enfin, Jean-Pascal le sait bien, moi, l'hiver de la télémédecine des années 2000, c'est qu'avec le paiement à l'acte, la télémédecine, ça explose très rapidement en vol. On pourrait développer, j'ai entendu le monsieur qui offrait de la télémédecine à partir de la Grèce ou de la Roumanie. Ça aussi, ça a été un facteur de frein du développement de la télémédecine extrêmement rapide dans pas mal de pays, en fait. Parce que, pour des raisons économiques, vous savez, la télémédecine au niveau européen, à un moment, on discutait, est-ce que c'est de la santé ou est-ce que c'est du commerce? Il y a eu un débat en haut lieu pour dire, peut-être qu'on devrait laisser la télémédecine dans le commerce. Bon, évidemment, il y a eu des arbitrages en disant non, la télémédecine, ça doit faire partie de la politique de santé, à l'intérieur de la planification et des outils de régulation, heureusement. Mais à un moment, on a pu dire, on va mettre l'interprétation de la radiologie de certains pays la nuit, on le déplace à l'autre, dans une partie du globe, et pour rentabiliser le modèle économique, des gens sont arrivés dans les hôpitaux en disant, vous n'avez plus qu'à virer les radiologues, vous voyez. Vous n'avez pas anticipé que les radiologues allaient faire de la radiologie interventionnelle. Donc c'était une très mauvaise mesure. Mais voilà. Donc la télémédecine, ça ne s'est pas développé. C'est très déstabilisant si on n'a pas le bon modèle économique. C'est freiné si c'est vu comme un moyen de renforcer les luttes de territoire. Et donc il faut que les gens travaillent ensemble. Il faut des modèles économiques où il y ait du gagnant-gagnant. Et alors, de ce côté-là, pour terminer, j'ai découvert effectivement la question de l'apparition des optométristes. Je confirme qu'il serait intéressant de regarder comment ça se passe ailleurs, là où c'est organisé avec les différentes parties prenantes, optométristes, ophtalmo. Et je confirme aussi ce qui a été dit, que la prise en compte du maillage territorial des opticiens est un élément important
d'une politique de santé appliquée à une meilleure prise en compte des troubles visuels. Et là, France Asso Santé, c'est dans un autre domaine, mais je vous livre une clé. Il y a la même discussion autour des officines, en fin de compte, qui ont un excellent maillage territorial. Vous savez que les usagers, les patients, voient plus souvent le pharmacien que le médecin. C'est pour ça qu'on a délégué beaucoup de tâches aux pharmaciens, de plus en plus. Et ça, c'est soutenu. Donc ça veut dire qu'il y a des évolutions de métier qui doivent tenir compte de la ressource, effectivement, du maillage territorial. Ça doit se faire en bonne ambiance. Il faut des modèles économiques différents. Il ne faut pas tout ramasser aux négociations catégorielles des enveloppes parce que sinon, on se tire une balle dans le pied. Et puis je terminerai en disant, il faut des pionniers et des leaders du terrain qui fassent émerger les organisations. On va dire dans 20 ans, on appellera ça organisation de soins intégrés. Et pour terminer aussi, on a un œil attentif sur ces leaders qui vont apparaître, sur le risque de financiarisation, on le regarde de très près. Absolument, un risque dont chacun est bien conscient. Merci pour cette synthèse sans langue de bois et cette vision. On a une quinzaine de minutes pour un petit peu le débat. Vous avez raison, hein, ça devait être un débat. Donc je vais vous demander, bien sûr, on va revenir en visio avec nos 3 participants, de poursuivre ce débat. Je crois que déjà de réagir à ce que vient dire le représentant de France Asso Santé. C'était très important ce qu'il a dit. Il faut me retirer le micro, sinon j'ai tendance à en abuser. Ah oui, mais je voudrais quand même profiter de ce qui vient d'être dit pour dire que je suis assez admiratif, effectivement, de l'implication des associations de patients dans, finalement, le fait de réclamer une organisation des soins qui puisse mieux convenir aux besoins. Bah oui. Tout ce qu'ils demandent, eux, c'est être soignés. Et ce qui me frappe quand même, c'est que j'entends un discours qui est quand même plus proche du discours des autorités de tutelle qui gèrent nos devenirs et nos destins que du discours proche de la réalité du terrain qu'on entend quand on parle à des médecins. Ah. Et donc c'est cette discordance, à mon avis, qui pose problème parce qu'on est fait pour se rencontrer dans un même objectif. On est les gardiens du temple du service médical rendu à nos patients. Du point de vue des patients et du point de vue du médecin, le combat est le même. Mais comme on ne parle pas la même langue, parce qu'on n'a pas la même conscience des réalités, eh bien, en fait, très souvent, et c'est ce que prouvent les négociations conventionnelles, on aboutit à un dialogue de sourds. Donc, les réalités du terrain, vues par les ophtalmologistes, ce sont les suivantes. L'évolution des moyens techniques à mettre en œuvre pour offrir un service médical de qualité compatible avec les règles déontologiques qui nous sont imposées par la loi, eh bien, la mise en œuvre de ces moyens est inflationniste. La prise en charge de cette inflation n'a pas été suivie par l'assurance maladie ni par les complémentaires santé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans mon cabinet à Paris, pour vous donner un exemple très simple, le coût de production d'une consultation, c'est 77 €, une consultation de base. Si on prend en compte les investissements annexes, par exemple, j'ai acheté un laser pour traiter les déchirures de la rétine, ce laser sert très peu, puisque on a eu des politiques de prévention assez importantes, mais il est quand même absolument nécessaire. Les 2 premières années d'exercice de ce laser, il m'a coûté à peu près 800 € par cas, alors que chaque laser est pris en charge à hauteur de moins de 100 € par cas. Donc la création des déserts sanitaires, dont on a parlé, elle est la conséquence directe de ce désengagement des organismes payeurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de voir, avec toute la bonne foi et non pas le corporatisme qui nous est collé sur le dos, c'est comment on peut mieux articuler la délivrance des soins en faisant appel à des professions moins coûteuses, parce que l'investissement en CAPEX, en matériel, l'investissement en locaux et les marges opérationnelles de l'exercice telles qu'elles sont prises en charge par les organismes payeurs va être compatible à la délivrance d'une partie des soins nécessaires pour chacun des patients que nous prenons en charge. Et tant que tout le monde n'est pas bien au fait des réalités du terrain, eh ben on sera toujours dans un dialogue de sourds. Pas que les ophtalmos ne veulent pas s'installer dans les charmantes villes de province, c'est qu'ils ne peuvent pas. Alors oui, réagissez tous les deux à ça, qui commence. Vous devez partir, je sais rapidement, mais oui, ça fait longtemps que vous êtes frustrés, malheureusement. Sur cet aspect d'investissement, qui est une notion clé, en fait. Jean-Pierre Tchéry disait bien, la notion de territoire est importante et les médecins interviennent de plus en plus, on va dire à temps partiel, dans des bouts de territoire. Et donc, là où on avait historiquement, quelles que soient les professions médicales, une forme de continuité entre je réalise un acte et c'est moi qui possède mon outil de travail, complètement, j'investis en tant que chef d'entreprise, entre guillemets, dans mon outil de travail. Il y a eu un désinvestissement
y compris de l'assurance maladie, y compris des ARS, qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une notion d'investissement. C'est le dialogue qu'on a eu longuement avec Jean-Pierre Tchéry sur la financiarisation de la santé, on pourrait y revenir. Et on voit bien qu'il va falloir avoir aujourd'hui, si on veut s'en sortir, avoir des formes de plateaux techniques dans les territoires qui soient financés et par les collectivités territoriales, et par les professionnels de santé, et par de l'investissement privé, et qui soient régulés en termes d'utilisation. Et que si on n'arrive pas à monter ça, aujourd'hui, effectivement, on a des formes diverses où certains vont se dire « j'ai le bon coup, je sens le truc, et moi je veux investir parce que peut-être que je vais gagner beaucoup d'argent ». Mais celui qui quand on investit, celui qui paye, c'est le patient, du coup, parce que quand on arrive à une spirale... Non. Non, mais au final... Parce que j'imagine, il faut bien rentabiliser. Donc aujourd'hui, c'est bien cette notion qui, effectivement, à un moment, et là, je pense qu'il y a une forme de régulation à mettre en place, c'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'on est assez mature pour dialoguer ensemble ? On ne sera jamais d'accord, entre guillemets, par définition. Différents métiers, entre eux, ne seront jamais d'accord ensemble. Et donc, ce qu'il faut savoir organiser, comme dans un établissement de santé, il y a un pouvoir médical, il y a des pouvoirs administratifs, il y a différents types de pouvoirs. Il faut savoir dire, on arrive à mettre ces différents groupes dans un statut, dans une organisation. Il y a par définition des conflits. C'est normal, c'est la démocratie d'une certaine manière. Mais on arrive à trouver une forme qui fonctionne tant du point de vue professionnel que du point de vue économique. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme les deux, le modèle économique et notamment le modèle d'investissement et le modèle professionnel, clinique, on n'a jamais la bonne symétrie. Et donc, on n'arrive pas à travailler réellement cet aspect-là. Et on le voit bien, c'est si on veut avoir des choses dans les territoires, il faut effectivement aujourd'hui faire intervenir quelque part des nouveaux acteurs organisés. Et là, les collectivités territoriales veulent et peuvent avoir un rôle, sans nier évidemment l'apport essentiel des professionnels de santé. Thibaut Théron, pardon. Oui, Thibaut Théron. Merci. Je reviens juste rapidement sur le coup, sur les fins de mois d'ophtalmo. J'ai la chance de travailler avec de nombreux ophtalmos et ils montrent régulièrement les SMS qu'ils reçoivent de salaires de 20 000 euros par mois sur des centres de santé, on va dire ce qui est. Donc je ne sais pas si après ça on a besoin d'arrondir les fins de mois. C'était anecdotique, il avait dit que c'était de la provocation. Donc on ne va pas y revenir. Revenons plutôt sur ce qui vient d'être dit. Revenons plutôt sur ce qui a été dit. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous dites. J'ai la chance de travailler dans un cabinet où on est partie prenante ensemble de l'investissement. Et effectivement, en ophtalmologie, on parle beaucoup de multimodalité. Donc, on fait beaucoup d'imagerie, on a besoin de plus en plus de choses. Et on ne peut pas se permettre d'avoir toutes ces images. Tout. Et effectivement, il faut avoir ces gros cabinets qui ont beaucoup d'images. Aujourd'hui, sans OCTA, c'est difficile de travailler. Et on même voit, tout à l'heure, le glaucome, il le disait, sur le glaucome, il faut maintenant l'OCTA, on vient de l'analyser. Sans topographie cornéenne, sans OCT de cornée sur le mapping épithélial, c'est difficile d'aller plus loin. Donc on a besoin d'avoir de plus en plus d'images et c'est difficile, on ne peut pas investir partout comme ça. Et donc du coup s'appuyer sur l'opticien à côté, puis en fait l'optométriste qui a besoin de coûts moindres par rapport à l'imagerie, puisque de toute façon la pathologie sera dédiée à l'ophtalmologie. Ça, c'est vraiment important de revenir dessus et je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Et on n'a pas du tout pour objectif de prendre la place de l'ophtalmo. Et ça, je pense que ça a été mal reçu depuis longtemps. Et on travaille dessus pour changer cette image. Et par contre, dernière chose, par rapport à aller dans les régions, j'aimerais bien vous le dire aux internes, de dire, OK, vous formez en ophtalmologie, par contre, ce qu'on attend de vous, c'est que vous partiez en campagne. Ces jeunes internes, il faut qu'ils l'entendent, parce que je ne sais pas s'ils le savent. Aujourd'hui, moi, quand je vais leur parler, parce qu'ils travaillent avec nous au quotidien, je ne sais pas s'ils seraient ravis de dire que le SNOF dit, en fait, en ville, maintenant, il y en a assez, vous allez en campagne et vous opérerez moins. Maître Savoie. Oui, moi je voudrais juste revenir sur l'intervention du directeur santé d'Itelis parce que je suis un peu gênée quand même qu'on mette d'un côté et qu'on mette en exergue un risque de fraude accru avec un procès d'intention qui est fait aux opticiens optométristes d'une manière générale avec des indications de non-remboursement de soins, de prescriptions qui seraient faites par une téléexpertise avec le concours d'un opticien d'un côté et de l'autre la déontologie des médecins qui serait respectée très scrupuleusement pour mettre en exergue un modèle tel qu'il est appelé par certaines organisations syndicales et qui impliquerait une téléconsultation et une téléexpertise qui exclut totalement les auxiliaires médicaux que sont les opticiens. Donc je pense qu'il faut quand même redire que les opticiens optométristes sont des auxiliaires médicaux. Donc ils ont certes
un statut hybride. Ils sont artisans, ils sont commerçants et ils sont également auxiliaires médicaux, que en cette qualité, la loi, et je pense qu'il faut le dire, leur confère des prérogatives et notamment un droit d'adaptation de la prescription médicale dans des conditions qui sont réglementées, et qu'aujourd'hui, on a un cadre juridique. Alors je disais peut-être effectivement pas assez clair, peut-être avec du vide et du flou, mais on a un cadre, on a des téléconsultations qui sont encadrées, on a de la téléexpertise qui est encadrée, et aujourd'hui, ces actes peuvent être réalisés avec le concours des auxiliaires médicaux que sont les opticiens optométristes. Et ils ne peuvent pas optométristes. faire n'importe quoi comme ils veulent, c'est ça que vous dites. Ils ne font pas n'importe quoi comme ils veulent, ce ne sont pas que des vendeurs de lunettes et qui seraient des vendus à la solde du chiffre d'affaires. Ils ont également une réglementation, une éthique, et aujourd'hui je pense qu'il faut, et là je pense qu'on rejoint ce que vous disiez, il faut dépasser les clivages qui peuvent exister entre les différents professionnels, et je pense avoir une ligne directrice qui est très claire, c'est la loi, c'est ce que permet le texte de loi, le droit, tel qu'il existe aujourd'hui, sans mauvaise interprétation et sans surtout se fier à des interprétations erronées qui effectivement empêcheraient une profession d'exercer les compétences qui lui sont légalement conférées. Laurent Télé, vous avez été un peu interpellé. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à Oui, bien sûr. ce procès d'intention que vous avez? Non, c'est pas du tout un procès d'intention, déjà pour la simple et bonne raison, c'est que je ne l'ai pas dit au démarrage, mais je suis opticien et je suis optométriste. Donc ce sont deux professions que je connais très bien, je les ai formées pendant 10 ans, et c'est une profession que je respecte éminemment et auquel je crois. Donc l'optométrie, pour avoir travaillé aussi au Canada, dans les différents dispositifs organisationnels dans lesquels j'ai pu travailler, je vois bien l'intérêt potentiel que peut avoir cette profession. Il se trouve qu'en France, c'est une profession qui n'existe pas. Ce n'est pas une quatrième profession. C'est une profession qui est calquée sur celle de l'opticien. Et le modèle, en tout cas, de formation est une complémentarité, puisque vous l'avez dit très bien, c'est un master qui est fait après le BTS d'opticien. Donc, c'est une formation complémentaire, qui est très intéressant, ce qui permet, en tout cas, pour certains opticiens, d'avoir, on va dire, un bagage supplémentaire pour accompagner, pour expliquer, pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir faire des examens de vue de manière un petit peu poussée. En cela, c'est très bien. Moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est la réalité. Depuis que la télémédecine, que la téléophtalmologie, mais pas que d'ailleurs, on a le même problème en télé ORL, d'accord, puisque dès lors qu'on se retrouve avec des professionnels de santé qui n'ont pas forcément tous la même éthique, qui n'ont pas tous forcément la même déontologie. Je ne parle pas des professionnels aguerris qui savent ce qu'ils font, qui sont conscients que quand ils prescrivent ou quand ils souhaitent prescrire, il y a un intérêt pour le patient. Et en ce sens-là, je dirais que dans les déserts médicaux, là où il n'y a personne, ça pourrait être une solution. Si tant est, pour moi en tout cas, qu'elles soient encadrées. Et je rejoins Jean-Pierre Thierry sur, en tout cas, l'importance et le rôle que devraient avoir les ARS et la DGOS sur cette partie-là, puisque je pense qu'ils ont un rôle à jouer sur l'organisation, en tout cas, des soins. C'est leur objectif en particulier qui, normalement, devrait accompagner ce genre de dispositif. La réalité fait que nous, on constate des abus, des fraudes, ça arrive. Quand on a, par exemple, dans le cadre de l'ORL, des prescriptions pour audioprothèses pour des personnes de 30 ans, et que statistiquement, on voit que c'est certains professionnels plus que d'autres qui le font, qu'on les audite, qu'on va voir si les prestations sont réalisées. En fait, elles ne le sont pas. Même chose côté optique. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a, je pense... Mais il y a une sanction qui est possible derrière. En fait, voilà, on peut sanctionner les pratiques abusives. Et puis il y a des dossiers où il y a des médecins aussi. Hein, donc, voilà, ce qui me gêne, c'est pas tant d'en parler, c'est la généralisation qui peut être faite. Voilà, non, c'est pas génération, c'est juste un constat. L'objectif, en tout cas, c'est qu'on soit conscient. Oui, mais parce qu'en tant que financeur, vous contrôlez effectivement l'activité des opticiens optométristes et pas celle d'autres professionnels de santé. Que vous ne citez point. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on parle, puisque le débat a été posé autour de la concurrence ou non, en tout cas des opticiens et ou optométristes versus les ophtalmologistes. Je rejoins le docteur Assouline, on va dire très sage dans ses propos, et je le rejoins sur le fait qu'il doit y avoir un respect mutuel de l'ensemble des professions. On doit pouvoir discuter sur les prérogatives de chacun dans le cadre de la réglementation. À partir de ce moment-là, une fois que, et malheureusement vous l'avez dit, le cadre réglementaire est parfois pas forcément très clair, et donc certains en profitent en tout cas pour mettre en place des dispositifs qui
qui peuvent aboutir en tout cas à des abus ou de la fraude. C'est l'alerte en tout cas que moi je peux émettre de mon point de vue à moi, de ce que j'observe aujourd'hui quand on regarde des dossiers de tiers payants et quand on regarde certains professionnels qui peuvent poser un problème, en tout cas au regard de ces dispositifs-là. Mais une réglementation du métier d'optométriste ne serait pas déjà une étape importante à franchir ? Alors ça c'est pas moi qui prononcerai, je pense non, que bien sûr. Des opticiens font le travail, ça fait des années qu'ils travaillent sur ce sujet de refonte aujourd'hui de la profession. Évidemment, je ne crois pas qu'on arrive à une création d'une quatrième profession, je ne sais même pas si ça aurait un intérêt. En revanche, qu'on élargisse le domaine des compétences des opticiens, pourquoi pas, à une condition, et ça, en tout cas c'est la vision aujourd'hui que j'en ai au regard de ce que j'ai pu constater sur le terrain, il existe aujourd'hui sur des territoires déjà des dispositifs qui fonctionnent très bien. Alors certes, ils sont différents, certes, il n'est pas parfait partout, mais en tout cas, dans le développement aujourd'hui et des ophtalmologistes et des regroupements même d'ophtalmologie qui peuvent arriver à des spécialités, à des pôles de spécialités ciblés dans certaines régions, à des orthoptistes qui le souhaitent, parce que j'ai échangé régulièrement depuis un an avec des orthoptistes qui ont ce souhait de pouvoir s'installer justement pour être libéral, pour pouvoir faire leur activité d'orthoptiste telle qu'ils le faisaient avant, mais pour aller sur d'autres secteurs d'activité par les, on va dire, les décrets, enfin les évolutions en tout cas de prérogatives qu'ils ont pu avoir sur leurs compétences. Et je pense que déjà ça, l'articulation entre ces trois professions, elle peut être déjà très bonne sans forcément aller plus loin dans la délégation de tâches. Alors, merci. Sans vouloir entrer dans la polémique et pour rebondir sur vos deux interventions, la première, c'est que je pense que c'est indispensable, si on veut avancer dans le débat, c'est respecter le cadre légal et punir d'une certaine façon les gens qui en sortent. Et ça, c'est fondamental. Pour revenir sur les SMS avec des salaires de 20 000 €, vous faites référence aux centres de santé pirates qui ont fait des fraudes à la Sécu inimaginables, avec des montants inimaginables, et qui sont en train, les uns après les autres, avec une intervention proactive du SNOF de son côté. Je pense qu'en termes enfin, on est tous citoyens, on est tous attachés à notre système de prise en charge sociale. Il faut tout faire. On a tous une responsabilité individuelle pour le préserver. Donc, il faut éviter, si je peux me permettre, ce type de réflexion, parce qu'en fait, on est hors cadre légal et c'est pas... Complètement. Mais c'est une réalité. Je suis désolé. Et je reconnais. Et c'est une bonne chose que ça se ferme. Tout le monde est content que ça ferme. Et même, ça aurait été mieux que ça n'existe pas. Oui, docteur Assouline. Est-ce que je peux... Oui, pardon. Oui, bien sûr. Je vois pas qui c'est. Oui, Nancy. Oui, Stéphane. Est-ce que je voulais apporter deux Excusez-moi, on ne vous voit pas à l'écran, mais on vous entend. Ah oui, ça y est, Stéphane. Ah, bon, voilà. Oui, je voulais apporter deux réflexions ou deux remarques à tout ce qui vient de dire. La première, c'est qu'il serait bon de ne pas opposer télémédecine et médecine. Il a été évoqué de regarder ce qui se fait ailleurs. Lorsqu'on va, par exemple, aux États-Unis, il est clairement approché la télémédecine, donc sans opposition avec la médecine, mais comme un moyen d'orienter le patient dans cette étape suivante, c'est de préparer l'étape suivante. Donc on peut être effectivement sur du pré-diagnostic, ça peut être dans du suivi. Donc peut-être dans nos discussions, pour apaiser et garder une focale où il y a une recherche de consensus, ne pas opposer médecine et télémédecine. Les problématiques qui peuvent exister dans le cas de relations en présentiel peuvent se retrouver effectivement amplifiées par la télémédecine, mais je pense qu'il nous faut les mêmes approches très raisonnées. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir, qui fait écho à ce qu'a dit Laurent Tellet, je crois que l'apport par rapport à des écarts de mesure ou des biais que pourrait entraîner le fait que un opticien réalise une mesure pour le conflit qu'on voit entre examinateur et puis après vendeur, l'apport de la technologie. Et là, le docteur Assouline l'indiquait, il y a aujourd'hui de plus en plus de solutions qui ont gagné en maturité, avec des preuves scientifiques, d'une capacité à répliquer la mesure. Et là, on peut aussi regarder ce qui se fait en téléradiologie, dans le domaine de l'imagerie médicale. L'apport de l'IA permet d'avoir une réplicabilité et une sécurité dans le diagnostic, donc dans le diagnostic, dans la mesure qui est faite. Et donc d'éviter que ça soit trop dépendant de la personne, et donc d'éventuels biais humains qui peuvent être là cités. C'est de faire aussi confiance, en tout cas de donner un cadre possible à intégrer des outils
qui ont maintenant de plus en plus de maturité et qui peuvent apporter ce cadre donc, dans la qualité de la mesure et sa réplicabilité. Ce qui veut dire que le même patient, qu'il soit vu par un opticien ou par un professionnel plus formé, pourrait donner le même résultat. On s'affranchirait des biais. On commence à observer. Très bien. On s'affranchirait de beaucoup de biais. Donc en même temps, Dr Assouline, je vais demander à chacun un petit mot de conclusion, et ce sera encore à l'association de patients, des usagers, de s'exprimer. Une phrase de conclusion à chacun d'entre vous. Une conclusion très courte, mais fédératrice, je l'espère. Je voudrais qu'on fasse ensemble une expérience de pensée sur l'architecture qui semble s'offrir à nous dans l'avenir en utilisant les ingrédients déjà présents. On a la chance d'avoir 3 professions de santé visuelle en France qui marchent pas mal chacune individuellement et qui, malgré ce qu'on veut bien dire, coopèrent quand même assez efficacement. On a la chance d'avoir des technologies émergentes qui sont extrêmement efficaces et de plus en plus rapidement. Et on a des problèmes d'articulation territoriale avec des déserts, des zones sous-dotées. Et donc, le schéma que moi je vois se dégager, non seulement dans les pays européens ou asiatiques avec lesquels on travaille, mais aussi dans les économies émergentes avec lesquelles on est en négociation au niveau ministériel, c'est une articulation du parcours de soins du patient qui commence dans les territoires sous-dotés avec une équipe et un équipement relativement réduit mais suffisant. Et les moyens techniques aujourd'hui permettent de faire ça. Il est très facile d'imaginer qu'un ou une orthoptiste et un ou une optométriste associés dans un cabinet satellite, sous la supervision d'un centre amiral distal opéré par des médecins, et bien que cette architecture élémentaire puisse être répliquée au niveau territorial à différents endroits pour couvrir le maillage territorial dont on a besoin. Donc ça, c'est une réponse, à mon avis, pour les associations de patients qui a plus de sens compte tenu de ce que moi je sais de mon métier d'ophtalmologiste que finalement d'introduire une mesure coercitive en disant aux jeunes médecins bah, vous n'avez pas le choix, vous avez fait vos études à tel endroit, vous êtes classé à tel rang, donc marché. Ce sera mon BDA. Et ça ne marchera pas parce que ça a déjà été essayé. On a essayé de faire des recrutements avec des ophtalmologistes étrangers, des encouragements fiscaux, enfin on a essayé toutes sortes de solutions, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est permettre à chacun de s'épanouir dans son métier et de s'épanouir au niveau où il le souhaite. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer finalement une articulation des différentes professions et des différents moyens techniques qui sera efficace pour les patients, pour les pouvoirs publics et pour les opérateurs de santé. Merci beaucoup, Dr Assouline. Je suis désolée, vous allez devoir faire un peu plus court, mais c'était fort intéressant. Au-delà des mots, tout ça, c'est super joli. Je pense que ça serait intéressant qu'on se revoie l'année prochaine, parce que là, il y a les décrets d'application qui rentrent réellement, et on rediscutera de tout ça dans la réalité, je pense, l'année prochaine, si c'est possible. Merci. Avec plaisir. On va soumettre aux organisateurs. Dr Blum. L'union fait la force et il faut coordonner nos efforts pour aller dans le bon sens et la meilleure prise en charge des patients. Et vous êtes optimiste. Très bien, merci. Dr Pierlet. Oui, alors moi, un seul mot, c'est qu'on partage aujourd'hui avec l'assurance maladie dans le travail, c'est parcours de soins hybrides territorialisés. Et c'est cette difficulté, mais c'est de travailler autour de cette notion pour justement avoir un cadre qui permet de la facturation, qui permet une prise en charge clinique forte. Et dans la même semaine, on peut avoir 2 modes de prise en charge différentes dans un même territoire parce que j'ai la présence ou pas la présence de tel et tel professionnel. Et donc de fonder, entre guillemets, les travaux futurs de coopération, collaboration, restructuration autour de cette notion de soins, de parcours de soins hybride territorialisé. Ça fait peut-être un peu technocratique, mais j'y crois fortement. Et on comprend très bien ce à quoi vous faites référence. Monsieur Lenève. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je vais conclure en disant que les expériences sont diverses sur les différents territoires et que les 10 prochaines années qui nécessitent un retournement de courbe sur l'installation des médecins à venir dans les territoires faible densité, on doit proposer des solutions aux patients. Merci. Maître Savoie. Oui, pour conclure... je pense qu'effectivement, on a une ligne. En fait, on a peu de temps pour se saisir des évolutions technologiques qui vous offrent des mannes exponentielles pour la croissance de vos cabinets au service des intérêts des patients. En tant que patiente, je suis ravie de voir tout ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Et en tant qu'avocat, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez des cartes. Thibaut Terran.
Excusez-moi, d'abord... Je suis absolument ravi de voir que le mot optométriste prend sa place dans son débat et on imagine une position autant que telle dans la filière visuelle et je pense que c'est une excellente chose et je pense qu'on a aujourd'hui tous les outils technologiques et tous les outils humains et les compétences pour faire une filière de soins visuels qui sera le meilleur pour le patient. Merci, patient. On entend beaucoup. Stéphane Haas ou... Oui, eh bien, je peux déjà effectivement vous donner rendez-vous dès le 13 septembre. En n'attendant pas un an, nous organisons le 13 septembre à Rennes avec le CHU de Rennes une journée nationale de la téléophtalmologie. Tous les sujets que nous avons évoqués seront bien développés sur une journée entière et donc ça sera aussi l'occasion d'aller un peu plus loin dans cette discussion et ça concourt à rapprocher les points de vue, à mieux comprendre les contraintes des uns des autres pour évidemment, et je trouve que le mot qui a été cité, ça collabore déjà, mais faisons mieux tous ensemble. Donc rendez-vous le 13 septembre à Rennes au Couvent des Jacobins. Avec bonheur. Laurent Télé. Excusez-moi, je remets le micro. Écoutez, pour moi, la téléophtalmologie ne reste qu'un outil. Voilà, c'est un outil qui permet aujourd'hui d'améliorer l'organisation, d'améliorer l'accès aux soins entre plusieurs professionnels. Et je crois que le sujet, qu'il y ait de la téléophtalmologie ou pas, de qui fait quoi, reste toujours d'actualité. C'est juste qu'il met en exergue, en tout cas, peut-être encore de manière un peu plus saillante, les responsabilités de chacun. Et je crois que c'est important, un peu ce que disait le docteur Assouline, d'avoir une organisation territoriale peut-être adaptée et différente suivant les territoires, en sachant qu'il y a un professionnel qui est le chef d'orchestre de l'ensemble et qui reste l'ophtalmologiste. Merci. Alors, qui fait quoi mais c'est surtout pour qui, c'est-à-dire pour le patient que nous sommes tous, que nous serons. Donc c'est bien sûr à vous, Jean-Pierre Thierry, que revient le mot de conclusion. Vous êtes optimiste ? Alors, ce qui me rend optimiste, c'est la mobilisation des énergies et le niveau d'analyse, même s'il y a il peut y avoir des points de discussion, voire même des controverses. Donc, c'est pas un problème d'expertise, c'est un problème de mobilisation sur le terrain. Ça a été dit. Donc, il faut vite faire émerger les nouvelles solutions. Je veux dire, il faut commencer par là où les besoins sont immédiats et où on a des situations d'inégalité. Et les situations d'inégalité, elles sont dangereuses parce que vous pouvez l'apprécier ou pas, mais ça peut radicaliser les positions. Donc, on peut trouver effectivement que France Asso Santé, en affichant le besoin d'une répartition autoritaire auquel on peut croire ou pas, en fin de compte, ça s'explique. Ça s'explique parce que les organisations modernes ont du mal à émerger dans ce pays. Alors, j'étais d'accord avec M. Assouline sur l'investissement. Je voudrais juste rajouter quand même au passage que des représentants des usagers aujourd'hui, il y en a dans les organismes d'évaluation des technologies et des pratiques qui émettent des recommandations, que ce soit le CNEDIMS, la Haute Autorité de Santé, la Commission de la Transparence pour le médicament, les bonnes pratiques. On est force de proposition aussi pour inscrire un certain nombre de choses au programme de travail de la Haute Autorité de Santé sur les pratiques. On est en relation constante avec l'assurance maladie. Et donc, cet aspect de documentation de l'efficacité et des bons choix doit reposer au maximum sur des bases scientifiques ou d'évaluation technologique. Et ça me permet de dire aussi que on est sans doute au-dessus de la moyenne de l'OCDE en termes de dépenses. On a des plus fortes dépenses troisième en au France. monde. Troisième au monde, Oui, il me semble. En pourcentage du oui, PIB, enfin, oui. Il y a les petits pays, mais en gros, on a un très haut niveau de dépenses. Je pense qu'en ophtalmologie, on a un niveau, et en optique d'une façon générale, on a un haut niveau de dépenses. Donc, il ne faut pas rêver, on va rester sous contrainte économique, mais il faut casser les codes de la contrainte économique pour dépasser le stade de la réflexion catégorielle, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et il faut inventer là aussi des nouveaux modèles pour le bénéfice des usagers, comme j'ai dit, qui introduisent des indicateurs pour que tout le monde comprenne, qui introduisent l'éducation thérapeutique aussi. Je pense que nous, la fraude, on la voit évidemment comme une priorité, mais on ne la met pas du tout au centre des efforts nécessaires pour optimiser les dépenses de santé. Je vais terminer, il y en a d'autres aussi. Par exemple, je peux Non, pas de développer maintenant, il faut juste conclure. Parce instaurer un régime unique de sécurité sociale qui prenne en charge 100% de toutes les dépenses de santé, par exemple, c'est quoi? C'est basé sur quoi? On a les frais de gestion du système de santé les plus élevés dans le monde après les Américains.
Donc l'assurance complémentaire a les mêmes coûts de gestion que l'assurance maladie obligatoire pour gérer seulement 20% de la dépense. Donc c'est une piste de réflexion. Et maintenant, puisque j'en profite, je suis sur l'ophtalmologie et l'optique, la gestion du risque, les mutuelles complémentaires devraient être beaucoup plus actives éventuellement. On pourrait imaginer qu'il y ait une partition, puisqu'elle prend en charge, je pense, 75% de la dépense. Et que tous les ophtalmos sont en secteur 2, quasiment en libéral. Vous voyez, donc il y a des pistes aussi qu'il faut, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre débat sur le volet économique. On y reviendra l'année prochaine. Merci infiniment, merci à tous pour ce débat respectueux. Merci. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Oui, on peut les applaudir. Merci à nos participants à distance. Vous avez été avec nous et de façon très pertinente. Merci. À bientôt.